NBA now and forever. Bienvenue à tous et à toutes dans ce nouvel épisode de Forever. Je suis Vladimir, votre humble serviteur pour ce nouvel épisode donc, de Forever saison 5. Un épisode exceptionnel, enfin un épisode on va dire qui change un peu de la façon dont on aborde les choses d'habitude. Là on est plus sur un hors-série, je pense qu'on pourrait même, comment dire, le qualifier de clash. Je pense qu'on pourrait faire un format clash, ça peut être pas mal. Bon, on en discutera un petit peu tout à l'heure. D'abord, je vous présente quand même l'équipe donc qui va animer cet épisode. Faut rappeler, Forever, l'actualité NBA avec beaucoup de mauvaise foi concoctée par Sports Content. Notre premier compagnon est toujours aussi vénère depuis la semaine dernière, malgré l'épisode qu'on a fait sur ces Bucks, mais ces Bucks ne veulent absolument pas l'écouter. On dirait un gouvernement macroniste. Voilà, le peuple ne veut pas, il veut pas écouter le peuple. C'est du coup Rafik. Comment tu vas, Rafik ? Ça va les gars, moi de toute façon, tant que on perd sans Middleton, ça va. Mais si on perd avec Middleton, là par contre, je commencerai à tomber en dépression. Donc pour le moment, ça va. Bon bah écoute, tant mieux pour toi. On espère que ta bonne humeur reste toujours intacte. Notre deuxième coéquipier est le Jermaine O'Neal de Team Duncas Forever. Mais voilà, d'ailleurs, Jermaine O'Neal qui, comme ses Pacers, ont été assez rapidement au devant de l'affiche, mais depuis, il n'y a absolument plus rien. Comment tu vas, Damas ? Quoi ? Comment ça, il n'y a plus rien ? On connaît le One Hit Wonder qui a été l'année dernière, et là, cette année... Non, mais on est troisième à l'Est, tu Oui. racontes quoi ? Mais bon, peu importe. Salut à tous les gars, Forever, on est prêt à tout déglinguer. Un sacré jeu nous attend, on va bien s'amuser. Exactement. Et pour notre troisième compère, maintenant que la mission Alamo est accomplie, maintenant c'est la mission Xanax, pour pas sombrer dans la dépression avec ses Spurs. Comment tu vas, Quentin ? Ah ça va, on est là. C'est vrai que c'est compliqué, pourtant t'as eu un bon match de Wemby, un bon match de Castle, un bon match de Vassell, le retour enfin. Mais ces piètres destructeurs sont capables de perdre contre le Jazz. Donc bon, je pense que je vais aller me faire voir très très vite. Bah écoute, bon courage. Et pour terminer, il s'agit enfin de sa première, c'était le tout dernier protagoniste, protagoniste dernier pour le coup, sur cette saison. Il a disparu, même Mapenda est arrivé avant lui, il a disparu tel un Kyrie Irving lors des finales 24. C'est notre Lucas. Comment tu vas, Lucas ? Ça va super. Je suis un peu un mec occupé. Voilà, je vais pas trop en parler devant les caméras, mais non, très content. C'est quoi ça ? Très content de faire cette première enfin. Et pour parler d'un sujet qui me touche beaucoup. Ouais, en effet. Très marrant. Exactement. Du coup, avant de commencer cet épisode, donc on est sur... Enfin, avant de commencer, on va dire, le vrai débat. Donc, format spécial. On a tenu à vous plonger dans un débat qui, à la fois, enflamme la toile, les réseaux sociaux, et même nous, en interne. C'est un sujet de Discord en interne chez Forever, ainsi que, donc voilà, chez tous les amateurs, on va dire, de basket. Mais je vais en profiter donc pour vous faire l'introduction. Alors l'introduction va durer un petit bout de temps, c'est histoire de faire une petite remise en contexte, et après derrière, moi je serai complètement neutre. Je serai le juge de ce... Non, c'est pas un jugement. On va appeler ça le clash. Je pense que c'est vraiment pas mal. C'est Kobe Bryant versus Tim Duncan. Qui mérite la plus haute place dans l'histoire de la NBA. Alors bien sûr, on parle de deux légendes avec à la fois donc des personnalités ainsi que des styles de jeu complètement indistincts qui ont marqué l'histoire de la ligue. Kobe Bryant, icône des Los Angeles Lakers.
qui incarne, on va dire, un peu plus le glamour, la compétitivité, l'esprit intransigeant, avec notamment... Les tribunaux. Ouais. Ah, laisse-moi tranquille. Oh, Donc là, voilà l'esprit intransigeant avec la Mamba Mentality. Et de l'autre côté, on a Tim Duncan, dit Big Fundamental, des San Antonio Spurs, hein, qui représente plus, on va dire, l'efficacité, la constance et la rigueur discrète. Un peu la force tranquille, comme Mitterrand. Mais voilà, lequel, on va dire, a laissé le plus peut-être d'impact dans l'esprit de la population et même de vous, messieurs. Et bien sûr, il y a aussi des contextes à prendre en compte dans lesquels ils ont évolué. Grosso modo, Kobe Bryant, 5 titres NBA, 2000, 2001, 2002, 2009, 2010, 2 titres d'MVP des finales 2009-2010, MVP de la saison régulière en 2008, 18 sélections All-Star Game, 11 sélections en All-NBA First Team, double médaillé d'or olympique 2008-2012 et en fait d'armes, on va dire individuel, 81 points contre les Raptors en 2006, deuxième plus gros scoring sur un match de l'histoire de la NBA. Le plus jeune joueur à avoir atteint les 30 000 points et leader emblématique de nombreux buzzer beaters, voilà, reconnu comme un être extrêmement clutch. Concernant Tim Duncan, qu'on considère plus comme le rock, on va dire, des Spurs, 5 titres NBA, 99, 2003, 2005, 2007 et 2014, 3 titres d'MVP des finales en 99, 2003 et 2005, 2 fois MVP de la saison régulière en 2002-2003, back-to-back, 15 sélections All-Star Game, 10 sélections All-NBA First Team et reconnu comme l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire, avec notamment 8 sélections dans la All Defensive First Team. Voilà pour vous remettre en contexte. Je vous laisserai après, bien sûr, déployer vos arguments. Pour ce clash, on a 2 camps. On a le camp, on va dire, plus pro-Kobe, composé donc de Damas et de Rafik, et un camp pro-Duncan, et je mets bien des guillemets parce qu'il y a un peu une escroquerie là dans ce camp, mais il y a Quentin qui arbore fièrement les couleurs des Spurs et son collègue texan, Lucas, qui souhaite commencer, qui souhaite défendre son poulain. Moi, je pense que Quentin, tu devrais prendre les rênes. commencer. Non, je vais commencer objectivement et après je vais descendre petit à petit. Il faut bien commencer, tu vois. Vas-y. Du coup, pour revenir sur là, le palmarès que tu nous as servi, Tim Duncan, il faut savoir que c'est recordman pour les All Defensive. Parce que déjà, il est 15 fois All Defensive au total. All Defensive First Team, du coup, c'est record aussi, les 8. Voilà, déjà ça. Kobe, sur les sélections All-Star, ils sont quoi? Ils sont 3 à être 18 fois All-Star? Oui, je te dirais oui. Avec qui? Avec LeBron et Karim. Ouais, c'est ça. Donc bon, tu vois, on peut au moins lui laisser ça. Même si tu as des sélections All-Star, bon, quand tu joues 3 matchs dans ta saison, voilà. J'ai pas envie de le compter, mais c'est son palmarès. Donc on va dire que... Voilà, tu vois, c'est un des 3 mecs avec le plus de sélections. Tu regardes au final, c'est toutes les sélections All-Star, All-NBA, All-Defensive. Ils ont le même total. En tout, ils ont le même total. C'est juste, Tim Duncan a été plus de fois All-Defensive et All-NBA, et Kobe plus de fois All-Star. Donc bon, je pense qu'on peut dire que c'est 2 des 3 mecs les plus marquants de leur époque, avec un coéquipier de Kobe, avec Shaq. Je pense que vraiment, c'est les 3 qui ont le plus marqué le truc. Malgré le fait que Tim Duncan soit dans une équipe sous-médiatisée et que la NBA n'aimait pas. Voilà, on peut le dire, que la NBA de David Stern n'aimait pas. Il préférait les Lakers, de son propre aveu. Donc voilà, moi j'introduirais juste comme ça pour dire que ce sont quand même 2 légendes. Très bien, très bien. Merci à toi, Quentin. Lucas, je te laisse enchaîner. Moi, un truc super important, je peux le dire, ils ont le même palmarès et Kobe a fait une saison en plus. Donc Duncan est légit à être meilleur parce qu'il a joué une saison en moins. T'es venu les mains dans les poches. En fait, t'es venu en entretien à Pôle emploi. Voilà, on vous a dit à 9h30 qu'il faut être convoqué. Sinon, on vous coupe les acétiques et c'est vrai que t'es venu. Je suis mort. Non, moi je vais parler plus du jeu parce que forcément, déjà, la majeure partie de son prime, pour les deux, j'étais pas né. Donc à partir de là, j'ai forcément pu voir que des highlights, entre guillemets. Et forcément, moi, ce que je vois principalement
pour comparer les deux, c'est l'aspect défensif, où Duncan est forcément sûrement une des plus grosses références de son époque là-dessus, et les titres le prouvent bien. Et quand tu arrives à avoir une régularité sur autant de saisons et sur le plan défensif, parce que Kobe, forcément, c'était un peu plus compliqué là-dessus, sur ce plan-là, je pense que c'est là où ça arrive à finalité à avoir un ensemble. Genre les Spurs, c'était vraiment un ensemble où Tim Duncan était ce pilier-là, c'est-à-dire que t'enlevais vraiment Tim Duncan, les Spurs, c'est 0 titre. Et je suis persuadé que si. Et au final, la reconnaissance est liée à la fin, c'est-à-dire que c'est un des greatest of all time et il n'y a aucun débat là-dessus. Très bien. Merci à toi, Lucas. Pour le camp Kobe Bryant, Damas, Rafik. Oui, je t'en prie, Damas. Oh, merci, Rafik, merci. Bon, écoutez, Kobe Bryant, destiné aux Lakers, il a clairement été une effigie au-delà même du monde du basket. Aujourd'hui, on voit bon nombre de personnes qui aimaient le foot et d'autres sports qui commencent à s'intéresser au monde de la NBA. Et une des figures marquantes par rapport à ce sujet, c'est Kobe Bryant, qui a réussi même à communiquer au-delà du scoring, au-delà des performances que Vladimir a très bien détaillées, auxquelles même Quentin est revenu là-dessus à minima, et en disant quelques petites errances, parce que Kobe Bryant a été élu 9 fois All-NBA First Team, et Tim Duncan 8, bon, bien qu'il ait les 15, il a la totale de 15 concernant Tim Duncan, il n'y a pas de souci. Je parlais des All Defensive. Total, ouais. Mais en first team, c'est Kobe qui est devant. Voilà. Ça compte, hein. Ça compte. Mais bien sûr. Les deux mecs. Non, mais attends, là, parce que là, c'est une honte. Attends, Quentin. Attends. Laissons dérouler d'abord chacun, et après, derrière, battez-vous. Mais d'abord, laissons chacun défendre son steak. Vas-y, Damas. J'adore ça. Ouais, donc moi, je disais que moi, en fait, il y a un point qui est important. C'est que quand des gens qui ne regardent pas le basket commencent à peine à s'y intéresser et qu'ils arrivent de suite, au-delà des médias, à repérer les gens qui pèsent sur un terrain, Tim Duncan en fait partie, il n'y a pas de souci, mais Kobe Bryant, automatiquement, quand on voit jouer ce mec, on sent qu'il a un état d'esprit qui est clairement différent, qu'il a très bien réussi à diffuser via la mentality, par exemple, et auquel bon nombre de personnes, même en dehors de son secteur d'activité, s'identifient et s'y appuient. Donc, pour ma part, c'est vrai qu'après, c'est deux personnalités qui sont différentes, je reviens là-dessus, mais Kobe a réussi à dépasser le cadre du basket à un niveau auquel c'était destiné et auquel, justement, il a très bien pu mettre ça en place. Donc, pour moi, il était normal. Là, je revenais sur une partie hors sportive. Donc là, je laisse Rafik s'il veut revenir sur la partie basketballistique, revenir sur ces points pour globaliser le tout. À toi, Rafik. Alors déjà, moi, en préambule, il y a un truc que j'aime bien avec ce débat, que je trouve intéressant, c'est que vraiment, on a deux joueurs qui ont joué sur la même période, vraiment presque identiques. Ils ont partagé la même dernière saison, 2015-2016. C'est juste Duncan qui a commencé une année avant Kobe. Et aussi, le contraire, le contraire. Et en termes de palmarès, vous l'avez très bien dit, c'est très très similaire. 5 titres NBA et sur les autres individuels, c'est vraiment, il y en a un qui gagne de 1-2 une récompense individuelle, l'autre va gagner de 1 ou 2 en plus sur une autre récompense individuelle, donc c'est vraiment très similaire. Voilà, on a vraiment des joueurs qui ont été dominants sur leur poste et donc voilà, qui ont gagné individuellement et collectivement. Et moi, déjà, il y a un truc aussi que je trouve intéressant, c'est que j'ai l'impression qu'il y a quelques années, en 2017, 2016, j'avais l'impression que vraiment c'était acquis de voir Kobe devant Duncan dans le classement all-time. En tout cas, je le voyais plus souvent. Et j'ai l'impression que en avance, Tim Duncan commence à passer devant Kobe. C'est une impression, là vraiment, là je me parle en termes d'impression. Et j'ai l'impression que maintenant on est rentré dans une période où c'est
totalement acquis que Duncan est devant Kobe. Et même, d'ailleurs, ça va plus loin. Kobe, pour moi, ça commence à être acquis qu'il est en dehors du top 10, ce que je trouve vraiment assez bizarre. What's it been like going against him for all these years? Moi, pourquoi je pense que Kobe est devant Tim Duncan, c'est parce que Tim Duncan, on va dire, il y a peut-être quand même presque la moitié de sa carrière où on commence à l'étiqueter dans un Big Three. Et c'est vraiment un Big Three, alors que Kobe, quand même, la majorité de sa carrière, c'est vraiment le leader de son équipe, des Lakers. Bon, il gagne 3 titres en duo avec Shaq, ou allez, on va dire que Shaq, c'est peut-être le visage, c'est peut-être la superstar de l'équipe, mais bon, Kobe fait aussi des playoffs de superstar à côté. Mais voilà, il y a ces 2 titres où c'est vraiment le boss de l'équipe. Il a un lieutenant Pau Gasol. Et Tim Duncan, voilà, il y a vraiment une majorité de sa carrière où, voilà, il fait partie d'un Big Three. Peut-être c'est le meilleur du Big Three, ok, bien sûr. Mais voilà, il y a ce côté où on pense Spurs Nation, vraiment système Popovich, ce qui fait que ça efface un peu Duncan. Alors que Kobe, quand on pense aux Lakers, bah, tu vois, on pense directement à Kobe, on ne pense pas à la franchise Lakers, on ne pense pas au système Lakers. Et c'est ce qui peut jouer contre Tim Duncan dans cette comparaison. Donc, voilà, c'est pour ça que c'est un peu ce côté individuel de Kobe qui ressort, ce qu'on ne voit pas chez Tim Duncan, qui me fait dire, voilà, je mets Kobe devant d'un peu par rapport à Tim Duncan. Alors, du coup, je vais rebondir sur ton dernier argument qui, je pense, c'est peut-être l'un des axes qui est peut-être l'un des plus intéressants justement dans ce débat-là. Parce qu'en fait, Duncan, pour le coup, c'est vraiment le début de la dynastie Spurs, hein. Sa draft, de toute façon, c'est vraiment ce qui change le visage de la franchise, hein. Malheureusement, à l'époque, David Robinson était un peu connu, façon de parler, comme un choker en playoff. Mais l'apport de Tim Duncan, justement, est vraiment le début de ce que vont être les Spurs sur les 20 prochaines années, en fait. Et c'est là, je pense, ce qui est très intéressant par rapport à un Kobe. Après, il doit y avoir peut-être une différence aussi de sensibilité, justement, entre être le visage vraiment d'une franchise avec les autres visages que cela inclut, hein, notamment on pense à Popovich. Est-ce que c'est pas fort... Alors, et là, c'est une question purement ouverte. Voilà, comment est-ce que vous, justement, vous avez... Enfin, quel est votre degré de sensibilité entre, justement, être le visage d'une dynastie pendant 20 ans dont tu es, on va dire, l'un des points de départ, ou d'avoir vraiment l'aspect individuel, parce que c'est vrai que Kobe Bryant, c'est vraiment l'aspect individuel qu'on aime beaucoup mettre en avant, avec surtout d'énormes fulgurances, les 81 points, les 60 points face aux Mavs, etc., etc., coucou Lucas. Est-ce que c'est pas un peu aussi vos différences de regard? Alors après, il y a aussi Quentin qui lui supporte les Spurs et je pense que c'est l'une des principales raisons aussi de son supporterisme des Spurs. Voilà, comment est-ce que vous arrivez à placer justement le curseur pour pouvoir mettre votre analyse, messieurs? Je peux juste rapidement répondre. Tu vois, moi, par exemple, tu me dis Spurs, j'ai pensé à Popovich. Tu vois. Ok. Peut-être que c'est moi. Hein. Et tu me dis Lakers, j'ai pensé à Kobe instinctivement. Et pour la dynastie des Spurs, alors oui, quand Duncan arrive, c'est là où les Spurs gagnent la NBA. Mais avant que Duncan arrive, c'est une équipe qui fait des saisons régulières à plus de 60 victoires sous Robinson. Ça commence à être très très sérieux. Il manquait peut-être la pièce. C'est vrai que Robinson en playoff. Après aussi, Robinson, il jouait contre des Olajuwon, il y avait vraiment des clients en face. MVP 95, Robinson, je crois, non? Hein? MVP 95. Merci. Ouais, il y a aussi même cette finale de conférence où genre, t'as les Rockets contre les Spurs et vraiment, Olajuwon, il joue pas uniquement pour gagner, il joue parce que Robinson a été élu MVP et il joue vraiment pour montrer que c'est lui le vrai MVP et c'est pas Robinson. Et c'est vrai que Robinson c'est un peu cette fâcheuse tendance à un peu se faire marcher dessus des fois. Et voilà, donc moi, c'est aussi ça. C'est que moi, tu me dis Dynasty Spurs, je pense à Popovich. Ok. Alors, vous, de votre côté, la défense de Duncan? Vas-y. Hein. Déjà, tu vois, je voyais Damas en train d'applaudir sur l'histoire du MVP de Robinson. Je tiens à rappeler Kobe Bryant qui est drafté, il ramène Shaquille O'Neal. Voilà.
Oui. tu vois, déjà. Donc, qui était dans la phase joueur le plus dominant de l'histoire. Le logo qui fait signer chaque Donc, événement. tu vois, moi, quand tu vas me dire Kobe, par exemple, tu vas me dire Kobe. Moi, je vais pas penser à Kobe tout seul, je vais penser à Kobe et Shaq. Mhm. Parce que c'est une des équipes les plus dominantes qu'on ait pu voir. Déjà, juste les playoffs 2001. Oui. On va en reparler plus tard, mais voilà, tu as les playoffs 2001 déjà où les mecs ils perdent une seule fois. Tu as la saison de 2000 de Shaq. Mais tu vois, c'est toujours. C'est toujours Shaq qui est un peu en avant, tu vois. Non, c'est Tu vois, vrai. parce que 2000, du coup, MVP unanime. Hein, si un journaliste des Sixers n'était pas un gros con. Du coup, tu as les playoffs 2001 qui sont incroyables. 2002, c'est un peu moins beau dans mon esprit, mais ça reste des grosses playoffs. Et après, tu vois, je vais penser à des échecs, tu vois. Mhm. Tu vois, 2004 en tête. Mm. 2004 en tête. Et ouais, après, les Spurs, je peux comprendre que tu penses Big Three, que tu penses Popovich, parce que Pop a toujours été plus mis en avant médiatiquement que Tim Duncan. Que tu as toujours eu le Big Three, forcément, tu as le Big Three le plus victorieux d'histoire. C'est, tu vois, en termes de niveau, en termes d'individualité, c'est pas le meilleur de l'histoire, mais tu vois, tu peux débattre en termes de ce qu'ils ont accompli, tout ça, tu peux débattre sur est-ce que c'est le meilleur de l'histoire ou pas. Ah, mais clairement, c'est peut-être. Il doit faire partie du top 3 des meilleurs de l'histoire. Ouais. Ouais, Le seul top 3, truc, facile. Le seul truc qui le met en dessous, tu vois, c'est que tu as eu des Big Three, genre Magic, Warzy, Karim. Il a forcément, tu prends les individualités, c'est un petit peu au-dessus, je pense. Mais après, voilà, je peux comprendre que tu penses à autre chose que Tim Duncan quand tu penses aux Spurs, parce que ça a toujours été un peu la marque de fabrique des Spurs depuis qu'il est arrivé. En plus, lui, c'était un mec assez discret, comparé à Kobe, Kobe l'ouvrait beaucoup. Et Tim Duncan, ça a toujours été l'inverse, tu vois. Il y a des choses qu'on va apprendre, je sais pas, dans 20 ans. Il y a des choses qu'on va apprendre que dans 20 ans, parce que les Spurs, c'est l'omerta, même quand tu regardes actuellement avec les médias. Tu vois, là, je vais prendre la situation de Popovich actuellement. T'as des rumeurs qui viennent de gens de San Antonio. Il n'y a rien qui sort dans les médias parce que c'est toujours l'omerta. Ça n'a jamais été une équipe bandante. Tu vois, genre, ça n'a pas beaucoup été mis en avant, à part là dernièrement avec Wemby. Mais du coup, forcément, si ton coach est plus mis en avant que le reste, forcément, tu vas plus penser à lui qu'à ton meilleur joueur. Tu vois, c'est un peu comme, tu vois, je pense à Manchester City. Manchester City, c'est qui est mis en avant? C'est Pep Guardiola, tu vois, c'est un peu le même délire, tu vois. Donc c'est pour ça, puis aussi, t'as niveau médiatisation, toujours, Kobe, c'est bankable médiatiquement, parce que il y a des actions de fou, c'est un jeu plus sexy. C'est un jeu beaucoup plus sexy que Tim Duncan. Donc forcément, t'as des actions, t'as les machins, t'as les 81 points, comme évoqué. Et t'as le côté Los Angeles, t'as le côté Lakers, donc forcément t'es mis en avant de fou dans les médias, alors que les Spurs, tu vois, tout le monde s'en bat les couilles de San Antonio. Et puis Kobe était attendu quand même depuis le début, parce que sorti de lycée directement en NBA, ça joue aussi dans ça, et puis dans si c'est pas la franchise la plus prestigieuse de la ligue. Donc, c'est sûr que mais tu vois, je pense que tu peux faire un parallèle, tu vois, genre Tim Duncan, tu le fous, je sais pas, tu le fous à New York, on n'a pas la même vision des choses de lui, tu vois. Parce qu'il aurait été surmédiatisé, parce que en plus New York, je pense que New York t'es encore plus médiatisé que les Lakers, au moins tout autant. Ça se joue, ouais. Peut-être, mais après il aurait peut-être pas gagné 5 titres avec ouais, non, mais c'est pour ça là je parle que médiatiquement. Mm. Tu vois, Kobe, il aurait pu gagner 3 titres de moins, il aurait été tout autant médiatisé, je pense. Par contre, tu mets Duncan à New York. New York n'est pas une franchise de merde comme elle a été dans les 2000, dans les années 2000. Je pense, ouais. Mais tu vois, il aurait été super médiatisé, tu vois, tu vas avoir des gens dans la rue, tu leur dis, ouais, tu connais Tim Duncan. Il y a 75%, allez, 80% de chances qu'ils te disent, non, je connais pas. Tu leur dis Kobe, ils vont connaître parce que tu as eu, surtout aussi avec sa mort, tu vois, sa mort a été ultra médiatisée aussi, c'est triste. C'est juste à dire, mais ça s'est fait de l'oseille sur la mort. Évidemment. Bien sûr. Donc du coup, forcément, Kobe va être super connu. Puis en plus, après, il a fait des films, il a eu un Oscar, machin. Donc ouais, c'est sûr, tu vois, je peux comprendre que médiatiquement, tu vas penser années 2000, tu vas penser Kobe, forcément. D'ailleurs, l'Oscar qu'il a eu en 2018 apparaît dans la page basketball référence, au passage. Oui, non, mais ça c'est de la branlette. Tu veux peut-être, du coup, qui veut rebondir là sur les Là,
Moi, je vais peut-être revenir sur un truc que Vlad a dit, sur sûrement l'arrivée dans la ligue de Kobe. En tant que rookie, justement, pour comparer un peu les saisons rookies des deux joueurs, Kobe, c'était quand même très compliqué. Son début, où justement, ils ont dû le canaliser parce qu'il était frêle et il jouait un peu de manière égoïste. Quand tu regardes sa première saison, je vous laisse vous référer si jamais vous avez des petits trous de mémoire. Mais c'était très compliqué comparé à Tim Duncan qui lui était directement first team dès sa première saison et qui était déjà un point très important pour les Spurs dès sa première saison. Bah, après, je te laisse après continuer, mais c'est vrai que les contextes aussi par rapport à Kobe Bryant en saison rookie, c'est pas forcément la même parce que en tant qu'arrière titulaire, tu as un mec qui est multiple All-Star qui s'appelle Eddie Jones, donc c'est pas non plus super simple. Et aussi, c'est pas le même. T'en as un qui arrive à la sortie du lycée. Oui, enfin, du lycée. Oui. Mais t'en as un autre qui a fait ses 4 années de fac. C'est 3 ans de fac, qui a un profil très mature, qui a eu le temps de maturer physiquement, de maturer mentalement, de parfaire, aussi de maturer intellectuellement. Tout ça, ce sont des choses qui fait qu'il est arrivé plus NBA ready que Kobe. Kobe, tu sors du lycée, et même il était plus frêle physiquement, il arrive à 18 ans quand l'autre arrive à 21 ans. C'est vrai. Et du coup, ce truc de NBA ready aussi, c'est clair que ça permet à Duncan d'être performant dès le début et ça change aussi pas mal de choses. Mais pour poursuivre tes propos par rapport à ce fait d'NBA ready, on peut prendre directement les confrontations entre les deux mecs, notamment en playoff. Où en effet, en 99, tu as les Spurs qui frappent concrètement les Lakers. C'est 4-0. C'est 4-0. Hein. Ouais. Voilà, c'est 4-0. Et qui a... Hein? Il est grave content, Quentin. Ouais, parce qu'après, on va parler d'autres séries de playoffs et je vais moins être content. Voilà. C'est là où je voulais en venir. Donc là, je suis le raisonnement de Lucas quand il dit NBA ready par rapport à Tim Duncan. Et ça, c'est incontournable parce que il est déjà rookie de l'année. Il a déjà 20 points de moyenne. On n'avait plus vu ça depuis Larry Bird, je crois. C'est ta première saison tout de suite, tu es déjà performant comme ça. Bon, c'est vrai que c'est extrêmement rare. Et c'est ce qui explique aussi le pourquoi de notre Victor Wemby et toute sa hype qu'il a vu la première saison qu'il a faite aussi. Voilà, petit clin d'œil pour l'actualité. Mais pour revenir maintenant au fait, Kobe Bryant maintenant sur les différentes confrontations ensuite de playoffs. Bon, moi, je suis aussi un petit peu... Quentin a raison sur le fait que ce soit le duo Shaq-Kobe et pas Kobe-Shaq. Tu vois, ça, c'est un fait qui est incontournable. Cependant, Shaq, en 96, lui, quand il arrive pour être leader de la franchise, ce qui est normal. Il sort aussi d'une filiale NBA aussi, hein, faut pas l'oublier avec le Magic. Mais on voit tout de suite les insuffisances du côté des Lakers sans l'apport de Kobe Bryant. Parce que les séries de playoffs qui perdent face au Jazz 2 fois, ensuite face aux Spurs, de 4-0 contre le joueur qui devait step up pour commencer à gagner, c'est Kobe Bryant. Et c'est au bout de sa 4e année, NBA 2000, qui devient le vrai playmaker des Lakers, qui amène en effet en plus cette demi-finale de conférence Ouest, je crois aussi, hein, Quentin, où vous prenez votre rouste. Quoi ça, en 2000 En 2000, ouais, finale de conférence. En 2000, on dépasse pas le premier tour parce que Tim Duncan ne joue pas le premier tour. Mais en 2001, c'est un 4-0. En 2001, ouais. Et c'est en 2001. Après, 2001, de toute façon, il n'y a rien à faire. 2001... Toutes les équipes se sont fait frapper. Et juste, j'aimerais revenir vite fait sur ce que tu disais que le Jazz. Tu disais, ouais, Kobe avait du step-up pour passer le Jazz. Bien sûr. Il a envoyé combien de briques dans le clutch contre le Jazz? Comme dirait Damas sur Tim Duncan, 4 Les autres, ils se sont tous cachés alors que le mec, il a 18-19 piges. Le mec, franchement, j'en veux plus au cadre de l'équipe qu'à Kobe dans ce truc-là. C'est le seul qui essaye de faire quelque chose. Les autres, ils se sont tous cachés. C'est vrai que notre mauvaise foi fait toujours qu'on s'est foutu de lui, en effet, sur les 4 airballs qu'il tire contre le Jazz. Mais en parallèle, tu peux pas lui reprocher de les prendre parce qu'en soi, il prend quand même ses responsabilités. Bon, là, pour le coup, ça a été en vain. Ça a été, il a même
essuyé masse de critiques sur ça, mais c'est aussi, et je pense que c'était un mal pour un bien le concernant, c'est que ça a été vraiment le déclic de sa carrière en fait. Ouais. Et après, on voit très bien ce que ça a donné. Tu passes de la saison rookie, donc certes, t'es en sortie de banc, hein, tu startes que 6 fois, t'es à 7,6 points de moyenne et tu doubles déjà ton total au point la saison suivante en étant All-Star. Donc ça prouve déjà le déclic que ça a amené. Après, tu vois, je parlais des sélections All-Star tout à l'heure. T'es All-Star en sortie de banc, t'es pas 6ème de l'année, il y a un problème chez moi, tu vois. Il y a un petit problème parce que tu bénéficies beaucoup de la hype des Lakers. Il est parce deuxième. que les Lakers ont 4. Ça va, il est quand Oui, même deuxième. Non, mais il y a 4 All-Star aux Lakers cette année-là, je crois. En quelle année? En 98. En 97-98. Parce que t'as Eddie Jones qui est All-Star, Oui. Ouais. Shaq, Oui. il y a Bien Kobe, sûr. et je crois qu'il y a encore Van Exel Et qui est All-Star aussi. Nick Van Exel, oui, tout à fait. Tu vois, donc, tu vois, moi, j'étais pas là à l'époque pour vérifier, mais tu vois, quand je regarde des trucs comme ça, je me dis, le mec, il est All-Star en sortie de banc, il est pas 6ème de l'année, ils font une grosse saison, il y a 4 All-Stars aux Lakers, tu vois, genre, c'est un peu. Tu vois, tu regardes le truc comme ça, c'est un peu bizarre, tu sais, t'as l'impression qu'ils l'ont mis en mode, vas-y, tu vois. Et alors, je vois pas où est le mal. Ouais. Bah, le mal, c'est que c'est une sélection All-Star de merde, voilà. Oh, Comme sa sélection en 2013-2014, là. Tu vas me dire, tu vois pas le mal, il joue 6 matchs, il est All-Star. oui, Ouais. mais bon, ça, c'est comme Messi quand il gagne son ballon d'or en 23, c'est une récompense de tout ce qui s'est passé avant, on lui donne un truc. Oui, bah oui, ça y est. Ça y est. C'est la foire à la saucisse, ça y est. Bah ouais. Ouais, voilà, ouais, vas-y, Ribéry, il va revenir sa retraite, on va lui donner un ballon d'or parce qu'il aurait dû y être il y a 10 ans. Comme Snyder en 2010, voilà, pareil. Non, mais arrêtez. On peut pas en vouloir à certains joueurs majeurs de leur sport à être récompensés parce que le storytelling, il est tel qu'on te donne telle chose à tel moment. Voilà. Donc ça, il y a un moment, il faut arrêter, les gars. Attends, il était où le storytelling en 98? Non, Ah, y a pas de je parlais- storytelling. Ça, je suis d'accord. moi, je te parle de 2014, moi. C'est ça, Oui, je non, mais parle. 2014, ouais, mais tu vois, je suis revenu sur le sujet de base. Tu vois, 2014, c'était juste pour lâcher ma crotte d'année. Mais 98, il y a quoi comme storytelling? Tu vois, Alors, je peux pas dire il fait une saison de merde, tu vois, mais 15 points, t'es All-Star. alors, je te donne un argument peut-être, Quentin. Vas-y. David Vas-y. Stern voulait absolument mettre en avant Los Angeles. Ah, voilà. Bravo. Mais bon. Félicitations, petit décideur. Non, mais bon, après ça, c'est bon. Allez, on va dire que c'est anecdotique pour le coup, cette sélection au Star, parce que. Non, mais on sait. Mais Quentin, fais un effort. Mais parce qu'on sait très bien que ça va apporter de belles photos. Il y a Jordan avec Kobe. Jordan, c'est potentiellement son dernier All-Star. Voilà, on connaît un peu le storytelling qu'il peut y avoir autour. Ah oui, là, il y a des dimensions financières, des dimensions entrepreneuriales qui rentrent en compte, qui font que c'est pas vraiment de la faute de Kobe s'il est All-Star. Enfin, genre, c'est pas comme si c'est lui qui a dit ouais, mais moi vous me mettez All-Star où je commence à tout retourner, tu vois. Et voilà, il y avait tu vois, du storytelling, tu vois. Il y a des. En fait, on est aussi dans une ère où il y a le sportif n'est pas la seule composante des décisions. Il y a des décisions financières et entrepreneuriales qui rentrent en compte. Et voilà, c'est comme ça que certains choix sont bizarres quand on regarde uniquement le sportif. Évidemment que Kobe, avec 6 sélections en 2013-2014, avec 6 matchs en 2013-2014, oui, c'est bizarre. Hein. Clairement, la NBA voulait surtout faire beaucoup d'audience, quoi. Ouais. Non, c'est certain. Mais c'est quoi mais il est élu au vote. Ouais, au vote, oui, le vote. des fans, ouais. Oui, Voilà, le tu vois, donc là, par contre, c'est Mais- au vote, c'est non, les mais gens. attends. Tu vois. Mais attends, mais du coup, le Mais vote oui. des fans, c'est 50%. Tu vois, avec 50%, imaginons, Mais est-ce que c'est t'as pas lui tout qui le est monde qui a premier voté pour lui. C'est lui qui est le premier à l'Ouest. Non. Je sais plus, j'ai plus les votes en tête, Non, mais non. tu vois, je veux Mais dire, le attends, vote des fans sur les titus. C'est les 5 premiers qui sont titulaires. Ouais. Mais Ok, tu vois, donc le vote, les 5 premiers, ça veut dire que il a été élu par les votants. mais le vote des fans, ça compte que pour la moitié des Ça compte pour titulaires. 50%. Après, derrière, t'as les journalistes. Oui, non, c'est les joueurs, pardon. Les joueurs Les et joueurs, coaching staff. ouais. Mais c'est. Tu vois, là, il y a un problème, tu vois, de base. Non, attends. Alors, il me semble que c'est les 10 premiers au vote, ils sont All-Star. Ouais. Et les 5 ou 7 restants, c'est par les coachs ou pas. C'est bien ça. Il est deuxième des votes pour le backcourt à l'Ouest, en vote. Oh. Bah, Non, ça moi- te fait être All-Star, ça.
Ouais, non, mais tu vois, je veux dire, le vote du public, il compte pour 50% des résultats, tu vois. Ouais. Là, du coup, il est deuxième des votes du public, mais du coup, tu as encore 50% où ça va être les joueurs, les coachs et tout qui votent pour le titulaire, tu vois. Donc là aussi, il y a un problème, tu vois. Ouais, bah du coup, tout le monde est corrompu. Grave. Bah non, juste tout le monde est con. Voilà. Les joueurs, les coachs, voilà. Bon, après, tu me diras, j'ai les Voilà, votes devant les yeux, Jérémy Lin est Du coup, c'est quatrième. pas de la faute de Kobe. Ouais, parle bien de Jeremy Lin, s'il te plaît. Fais gaffe. Bah voilà, J'ai pas dit que c'était sa faute. je veux dire. Non, j'ai pas dit que c'était sa faute directement. J'ai juste dit que du coup, tu vois, parce que t'as des gens, ils vont regarder le truc et vont dire, ah, il est 18 fois All-Star. Ok. Mais du coup, genre, Oui, tu je regardes vois un peu plus en la profondeur, nuance que tu bah, m'as apportée. Oui, je vois la nuance que tu as apportée. tu vois, c'est ok, t'es 18 fois All-Star, mais sur tes 18 fois All-Star, il y a au moins une fois, tu vois, vas-y, je vais être gentil, je vais dire qu'une fois. Il y a au moins une fois où, bah, Une ou deux. Voilà, c'est comme Messi, ouais, voilà. dans la Mais compte. t'as même pas eu la production parce que t'as même pas eu les matchs, tu vois. Oui, parce que c'est sûr que 2013-2014, Oui, t'as que 6 matchs joués pour 13,8 Voilà. points de moyenne. Ouais, voilà, tu vois, c'est ça que je veux mettre en Le avant. nom, c'est le nom qu'on appelle, soyons Oui. clairs. Oui, Et bien Voilà. c'est pour sûr. ça aussi que j'ai insisté sur la partie médiatique avant. Parce que tu vois, c'est aussi ça qui fait que il y a beaucoup de débats, tu vois. Si il y avait eu une médiatisation égale, tu vois, le débat aurait une toute autre tournure, je pense. Mais en vrai, le All-Star Game, en vrai, c'est peut-être pas le meilleur critère à prendre. En Non. vrai, c'est moi, Non, franchement, d'accord. et quand j'ai regardé un peu pour préparer cet épisode, en vrai, le All-Star, je l'ai directement mis de côté. En vrai, je trouve que c'est surtout de plus en plus. Hein, c'est vraiment un truc. Vraiment bling bling, vraiment dimension business. Oui. Le sportif, il est mis de côté. Hein. Ben, Non, vraiment. c'est sûr. Et si on part sur le sportif, par exemple, Tim Duncan, si par exemple, on s'arrêtait avant le trade de Shaq. Parce qu'en vrai, la carrière de Kobe, elle prend une autre tournure quand Shaq s'en va. Ça, c'est une évidence. Été 2004. Mhm. Et en vrai, Tim Duncan, ce qu'il fait en début de carrière, c'est tout simplement exceptionnel. Le mec, en fait, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Tu commences. Hein? Elle est trop bien, la carrière de Duncan. Ah, de ouf. Le seul point de critère qu'on peut mener sur lui, c'est peut-être les lancers francs. Ouais, et encore. Ouais, mais tu vois, si on va sur ça, il y a d'autres trucs qu'on peut aller sur Kobe, tu vois. Je voulais pas parler de tout ce qui était pourcentage pour cet épisode parce que. Non, mais tu peux. Bah, Non, mais c'est des styles de jeu tellement différents, tu vois. Non, mais J'avais pas envie de rentrer là-dedans parce que c'est malhonnête. non, ça reste des points rouges dans la carrière du joueur en lui-même. Alors, après, faut reprendre aussi Oui. le conseil. Alors, on va aller. Tiens, on peut aller sur le débat sur le débat du pourcentage, etc. Faut rappeler que, attention, il y a aussi une remise en contexte à faire. Les années 2000, hein, parce qu'on va prendre surtout la période où c'est leur pic. Les années 2000, ça ne shoot pas autant à 3 points, ça joue beaucoup plus à mi-distance et à l'intérieur. Voilà, parce que c'est sûr que quand on regarde avec un œil de 2024, les pourcentages, on se dit, ouais, c'est catastrophique. Enfin, plus personne maintenant a ce genre de pourcentage, en tout cas, se rapproche de pourcentages aussi faibles. Kobe Bryant avait un énorme volume. Alors après, à juste titre ou pas, il prenait beaucoup de tirs casse-croûte, ça faisait partie de son jeu. Ouais. Pour terminer, en effet, à même pas 33% en carrière. Mais voilà, il y a une remise en contexte aussi de l'époque à faire, c'est qu'il n'y avait pas autant de volume déjà de shoot à 3 points, et c'était le 3 points notamment. Allez, je prends surtout l'exemple du 3 points, c'était surtout une spécialité à l'époque. C'était pas quelque chose qui rentrait dans le jeu comme maintenant, où tout le monde est plus ou moins capable de tirer à longue distance. Totalement. Moi, perso, quand je vois qu'il fait des saisons à 46-47% début des années 2000, moi, je suis désolé, mais c'est très, très fort de faire du 46-47% au shoot dans une NBA qui est beaucoup plus mi-terrain qu'aujourd'hui, où il y a le concept de spacing est presque inexistant, où vraiment tout se joue à mi-distance et dans la peinture, où quand tu vas prendre un shoot à mi-distance, tu as ton défenseur direct, mais tu as aussi un défenseur aux alentours qui peut te gêner. Et en plus, tu vois, Kobe, on peut dire que ses pourcentages ne sont pas incroyables. Moi, je trouve que 45%, c'est très bien en carrière. 45%, c'est aussi, il prend des shoots compliqués. Et c'est ce qui fait qu'il nous a donné des compilations de shoots à distance incroyables. Et aussi, ces layups, les layups, parce que les layups que met Kobe, ils sont aussi incroyables. C'est pour ça que pour moi,
Kobe, pour moi, Kobe, offensivement, il est élite de malade. Ah bah. Bon, moi j'ai une take le concernant, mais vas-y, je te laisse continuer. Pour moi, il est élite de malade. Il n'y a que peut-être le 3 points où on pourrait se dire pas ouf, mais bon, on était dans une période où personne prenait le 3 points très sérieusement. Vraiment, je dis pas que c'était ignoré et que c'était de la merde, mais c'était pas pris très sérieusement. C'était secondaire, on va dire. Alors qu'aujourd'hui, c'est quand même c'est vraiment un des trucs principaux à prendre. Bah, c'est vrai que le 3 points à l'époque, c'était plus, on va dire, des tirs bonus, si je peux dire ça ainsi, ou c'était surtout des tirs qui venaient en fin de possession. C'était c'était vraiment une finalité de système, à proprement dit. C'était pas une première option, à part comme des mecs, je sais pas, je vais prendre des références type. C'est les fans de Steve Nash qui ont vraiment changé cette sphère du 3 points. Exactement. Exactement. C'est vrai que les Phoenix Suns de Mike D'Antoni ont été un véritable. Une croyance. Ouais, bah, c'est ça, c'est une croyance, mais qui a été un véritable séisme dans l'univers NBA. Et c'est vrai que des mecs qui étaient capables de pull-up facilement, je pense à Mahmoud Abdou-Raouf qui était capable de faire ça, et encore, c'est à une certaine époque. C'est vrai qu'il n'y avait pas des Ray Allen. Allez, c'était vraiment des spécialistes, des mecs qui savaient faire ça. Oui, Stephen Curry plus tard, oui. Mais dans cette époque-là. Le père de Stephen Curry. Ah oui, Del Curry, oui. Pardon, le père de Del Curry, par exemple, lui, qui est un vrai profil 3 points. Mais Kobe a réussi notamment à s'adapter, comme tu dis bien, Rafik, sur l'aspect du shoot à 3 points, comme étant une arme majeure pour un joueur extérieur dans la Ligue NBA. Ça, il a clairement réussi à adapter ça sur la suite de sa carrière. Et comme je disais plus tôt, le départ de Shaq change en effet la carrière de Kobe Bryant. Parce que avant le triplé des Lakers, tu as Tim Duncan qui est MVP des finales 99. Ça, c'est un truc exceptionnel, objectivement parlant. Parce que c'est pas attendu. Le mec, il est arrivé en NBA en 97 et en 99, tu es déjà MVP des finales. Puis il fait une sale finale. Ah, t'es pas loin du Magic Johnson, hein. Ouais, mais exactement. À une année près. Ouais, mais Magic, c'est rookie, quoi. Ouais, Magic, c'est rookie, donc c'est encore plus fort. Non, Magic, c'était même pas le meilleur joueur de son équipe. Ouais. Oui, en plus. Ouais. Bien sûr, c'est Curry. C'est sûr. Voilà. Mais moi, je le répète bien, Tim Duncan, extrêmement fort qu'il est déjà, il est venu dans une base déjà d'organisation gagnante à un très haut niveau. Et Dieu sait que ça sert d'avoir David Robinson, Greg Popovich, mais aussi Avery Johnson, Shaq Scott, tous ces gros babards là, qui sont déjà prêts dans le vestiaire. Tu as affaire à des vieux roublards qui connaissent la chanson, qui connaissent la musique, qui ont connu des défaites. Gros, tu pars pas sur la même ligne de départ que les autres rookies ou les autres jeunes joueurs de la ligue. Voilà. Attends, Kobe, t'as vu qui commence? Oui, mais c'est un projet neuf, c'est un projet tout nouveau. Bah, en mode Tim Duncan, c'est pas... Le projet Spurs, il a commencé depuis quelques années. Ah, mais le projet, il prend un autre virant, tu vois, parce qu'en plus, un peu avant qu'il arrive, t'as Pop, il tège le coach, il s'auto-embauche comme coach, après il forme son successeur. La dictature. Ouais, non, mais bah, ça a servi, hein, tu vois. Oui, mais ouais. Le projet change complètement. Elle commence à être c'est quelques années avant l'arrivée de Duncan. Bah, tu commences vraiment le projet un an avant quand t'as Robinson qui se pète, où c'est là où Pop s'auto-embauche, tu tankes, et puis bah après, genre, dès que t'as le first pick, tu vas voir David Robinson, tu fais Coco, maintenant t'es lieutenant. Grave. Ça, c'est quand même un virement. Non, mais il est lieutenant, ok, mais Robinson, la saison 87-98, il a 21 points par match. Ça reste quand même exceptionnel. Ah, ça reste très fort, hein, bien sûr. Ouais, mais j'ai pas dit qu'il était nul, attends. Non, mais personne ne dit ça. Mais ce que je te dis, c'est que, j'insiste bien, les Spurs ne partent pas sur la ligne de départ. Alors, par rapport à ça, justement, je vais rebondir un peu sur un peu tout l'aspect contexte dont on parlait des années 2000 et à quel point c'était fort de pouvoir justement avoir de bons pourcentages, en tout cas à l'époque, ce qui était considéré comme de bons pourcentages au vu du spacing, etc. Bah, pareil, enfin, faut pas. Là, pour le coup, je pense que Tim Duncan a aussi autant, voire même peut-être plus de mérite. Attention, toute proportion gardée. Après, ça, c'est mon appréciation. Parce que le début des années 2000, les intérieurs, ça ne blaguait pas. T'as des mecs, faut rappeler qu'il y avait en face les défenseurs de l'année comme
Ben Wallace. On a des intérieurs ultra dominants comme Shaquille O'Neal. Tim Duncan a dû se trimballer, alors avec David Robinson une partie du temps, Shaquille O'Neal aussi à l'intérieur. Et puis, faut rappeler que Tim Duncan aussi l'un de ses faits d'armes majeurs. Match 6, finale 2003 contre les New Jersey Nets. 21 points, 20 rebonds, 10 passes décisives et 9 contre. 10 contre. Ouais, Oui, enfin, bah, ouais. les gros défenseurs à l'intérieur, ils sont plutôt à l'est à ce moment-là. Oui. Ils rentrent quand pas ils vont- vraiment au club, ils rentrent en finale. Quand ils vont au titre, Avec les deux mains. en 99, premier tour, c'est contre les Wolves. Ouais, c'est les Wolves quand même. Hein. Ouais, 3-1. Tu fais Wolves-Lakers direct. Et après, tu as les Blazers. C'est les Blazers, à cette époque-là. Ouais, Je pense que Damas pourra en tirer du bien. Oui, c'était très intéressant en 99-2000. Oui. Mais t'as Rachid Wallace qui est là, t'as Sabonis aussi, Dirk Nowitzki n'est pas encore le Dirk qui arrive après. Mais t'as quand même du beau monde à l'Ouest. Arrêtons de se cacher. Tu vois, ça c'est très clair. Mais moi, je remets pas en cause également le début de carrière de Tim Duncan. Franchement, si on compare les débuts de carrière des deux bonhommes qu'on a aujourd'hui, Duncan, il est devant de loin. voilà, c'est tout. On va pas chipoter. Il faut contextualiser que voilà, Kobe n'arrive pas avec la même maturité que Duncan en NBA. Il arrive avec 3 ans de moins, il sort du lycée. Voilà, quoi, c'est pas Duncan. Mais ça compte. 3 ans d'université. Mais alors, Mais ça compte. mais ouais, ça compte. Ça, bien sûr, ça fait partie de l'histoire, quoi qu'il en est. Et, Ah oui, bien sûr. ça, on peut pas revenir dessus. Mais du coup, alors justement, concernant Duncan, Quentin et Lucas, quand est-ce que vous considérez qu'il est vraiment à son prime du prime? Ah, bonne question. Je vais laisser mon collègue parce que je l'ai pas laissé parler depuis tout à l'heure. Non, je pense que prime du prime, c'est pour moi, ça sera sur les années où justement, c'est celui qui va pas forcément être mis en avant. C'est-à-dire qu'il arrive à se faire sortir des joueurs comme Tipeee, des joueurs normalement Tipeee, c'est je sais même plus drafté en combien. 29 ou 28. Manu Ginobili, pareil. C'est des gars qui, normalement, t'enlèves un Duncan, ils sont banc de touche et ils vont pas faire grand chose de spécial. C'est dur. On saura jamais, entre guillemets. On saura jamais. Mais je pense que Tim Duncan est tellement le point, vraiment le pilier, comme j'ai dit, tellement la base solide des Spurs pendant tant d'années qu'à partir du moment où, pour moi, c'est en vrai, le titre de 2007. Le titre de 2007, pour moi, c'est là le prime. C'est là où tout est carré dans tous les sens. Il n'y a pas un point où tu peux dire Duncan n'est pas bon sur ça, n'est pas bon sur ça. En fait, moi, je voulais en revenir surtout quand on parlait des pourcentages. On disait c'est surtout raquette et mi-distance. Quand on pense mi-distance, moi, personnellement, Duncan, il vient vite dans ma tête. Parce que c'est sûrement le précurseur des big men qui shootent. C'est-à-dire que c'est l'un des meilleurs shooters big men de l'histoire. Pas le meilleur, l'un des meilleurs. Et au final, quand tu penses mi-distance, Tim Duncan, quand il shootait mi-distance, c'est quasiment tout le temps dedans. Et c'est de là d'où viennent ses points à chaque fois. Pour moi, voilà, big man mi-distance. Pour moi, je pense Tim Duncan directement. Donc, moi, c'est sur ça où je me dis. Sur l'année 2006-2007, hein, et c'est là aussi, et je pense qu'en effet, c'est vraiment son prime. Alors, certes, il a un volume que je regarde bien parce que j'ai les stats sous les yeux. Il a un volume qui est très légèrement en dessous par exemple, de son niveau en 2003. Où il est deuxième fois MVP, mais le mec, et c'est là où il faut quand même remettre complètement le contexte, où on disait que c'était vraiment une ligne d'intérieur à cette époque-là, en tout cas très dominée par les intérieurs, c'est que le mec il tourne quasiment à 55% au tir quand même. Oui. C'est C'est-à-dire que le mec, incroyable. Bien sûr. Le mec, il est vraiment inarrêtable quand il a la balle à la main, et même la difficulté de défendre sur lui. Parce que le positionnement de Tim Duncan dans la peinture, quand il met ses 2 pieds, il a un montant de niveau de rebond offensif qui est aussi très, 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 très élevé. Ça prouve l'intelligence du joueur et qu'on appelle monsieur fondamental sur le fait de comment se positionner sur un terrain de basket. Et ça, je sais que ça compte parce qu'on n'a pas l'impression qu'il fait beaucoup d'efforts physiques.
Non. Mais en fait, il a une telle intelligence à utiliser son corps qui fait clairement la différence. Ça peut- Tu as parlé de 2007. Moi, il y a une série de bluffs qui est intéressante en 2007. C'est face au Jazz d'Utah de Carlos Boozer, Deron Deron Williams. Williams. À l'époque, je me souviens très bien de cette série que les Spurs remportent 4-1. Et le Jazz est intéressant au cours de cette saison. Hein, parce Ouais, que de ouf. vraiment intéressant. Une vraie croissance là avec les Mehmet Okur, Kirilenko et Ronnie Brewer, toutes ces histoires. Donc je salue Ben à distance qui supporte le Jazz. Je me demande comment Youssouf. Ah merde. C'est pas mal, hein. Il supporte le Jazz, le mec. Avec Matar Pring. Matar Pring, T'as exact. dit Ben. T'as dit Ben. Ah, Ben Youssouf, bien sûr. Il Ouais. supporte Il le est supporter du Jazz. Grave. L'un des seuls qui existe. Vraiment. En plus, en 2007, il retrouve un de ses copains en face au Jazz. C'est-à-dire Un certain meneur qui met des buzzer beaters quand l'horloge démarre tard. Ah oui, c'est vrai que oui, Derek Fisher, il revient de maladie en plus, je crois. Ouais, c'est sa fille qui était malade, je crois, non? C'est sa fille, ouais. C'est sa fille, ouais, pardon. Pas lui, Ouais. mais ouais, sa fille, ouais, qui Non, était malade. Ouais. Il fait un an de off et après il revient, donc ici au Jazz. Et cette série de playoffs là, Tim Duncan, il n'est pas autant servi que d'habitude. Déjà, moi je trouve que les Spurs avaient commencé à changer à partir des playoffs 2006, où tu avais une structure de jeu où tout le monde touchait le ballon. Tim Duncan n'avait pas autant de ballon qu'à l'époque, on le sert dans la peinture et tout, c'était plus trop pareil. Et la série 2006 face aux Mavs, des Mavs trop forts. Même sur Tim Duncan, on avait fait un épisode sur cette série-là, que les Mavs gagnent d'ailleurs, hein, salut Lucas, que les Mavs gagnent cette série, ça m'avait tellement surpris, mais c'était une des séries les plus belles à regarder en termes de qualité de jeu, et Tim Duncan, je le trouvais il partageait beaucoup le ballon, ça se retrouve pas au niveau des assists, attention, mais quand il faut libérer l'avant-dernière passe, Tim Duncan commençait vraiment à rentrer dans ce jeu-là, il était moins porté sur le fait qu'il fallait scorer, non, tu regardais Ginobili qui sortait du banc, franchement, ça faisait grave tourner, et cette série 2007, c'est encore la même chose, c'est-à-dire que Tim Duncan n'est pas autant servi, mais quand il a, soit il y a faute, soit il score. Soit il y a faute, soit il score. Bon, il ratait forcément, pas de souci. Mais c'était vraiment d'une difficulté à pouvoir prendre la main sur Tim Duncan. C'était trop dur. Et à l'Ouest, il n'y avait personne pour pouvoir l'arrêter en ce temps-là. Pourquoi? Parce que les Spurs, collectivement parlant, étaient trop au-dessus. Et le Jazz a pris 4-1 sans forcer. Ouais. Sans forcer. Rien à dire. Et là où moi, je rejoins Rafik sur ce qu'il a dit au début par rapport au fait à ce que c'est plus les Spurs qui sont complimentés, qui sont mis en avant que Tim Duncan, c'est en 2007. Pourquoi c'est pas Tim Duncan qui gagne le titre de MVP des finales 2007? Pourquoi c'est pas lui? Ah, t'as quand même Il est pas meilleur scoreur. T'as quand même Anthony Parker qui est quand même très intéressant sur cette finale. Ouais, mais Ginobili, c'était pareil en 2005 face aux Pistons aussi. Il avait une rotation qui était plus lourde en 2005 aussi. C'est vrai. Hein. C'est vrai. Justement, ça prouve la dimension que prend Tim Duncan sur l'ensemble du jeu. C'est-à-dire que même s'il n'est pas MVP des finales, tout le monde reconnaît à sa juste valeur qu'il l'aurait mérité. Donc ça veut dire que sur tous les points, que ce soit défensif, offensif et même leadership, Tim Duncan, il était au-dessus en 2007. Il était... Bah, c'est là que c'est. Non, mais de toute façon, le leadership de Tim Duncan, parce qu'il y a beaucoup de personnes il y a beaucoup de personnes, et je suis pas d'accord avec eux, qui disent que Tim Duncan n'a pas de leadership, alors que pour moi, c'est un des meilleurs leaders des années 2000. Bien sûr. C'est que le leadership, c'est pas le mec qui crie, le mec qu'on entend tout le temps aboyer, etc. Il y a différents types de leadership. Et Duncan, c'est un leadership silencieux qui laisse la place aux autres, de progresser. Qui va pas être là à vouloir toujours s'accaparer l'attention des choses. C'est vraiment un leadership désintéressé. Oui, et au passage, les managers d'entreprises françaises devraient en prendre exemple. Je dis ça, je dis rien. Bah, Voilà. justement, je voulais revenir sur cette histoire de leadership. Tu vois, je vais reconnaître des points négatifs à Tim Duncan pour une fois. Sur le leadership, c'était plus en début de carrière. Il y a 2-3 trucs à redire. Bah, déjà, on parlait d'entrepreneurs français. La première saison de Tony Parker, il n'a pas fait preuve de leadership, Tim Duncan. Ah oui, bah. Tu vois, quand tu lâches pas un mot à ton meneur titulaire de la saison, De ouf. tu vois, c'est un gros point noir. pour moi, tu vois, Si t'as pas prouvé, je te parle pas. il a fallu attendre les playoffs qu'ils mettent la misère. Il a grandi. Ouais, non mais tu vois, c'est pour ça que je dis en début de carrière, tu vois, il y a 2-3 trucs, tu vois, déjà cet épisode-là, une saison entière sans parler à ton meneur. C'est génial. Attends, il a commencé à lui parler pourquoi? C'est pas quand Tony il démonte Jason Kidd en playoff?
Il quitte sa dernière saison avant de partir au net. C'est un truc comme ça. Non, non, là où il a été intéressant, c'est le premier tour en 2000, du coup c'est 2002, c'est le premier tour face à, c'est pas Seattle qui rencontre, je sais plus. Enfin, Qui Ah, si, ouais. par des Spurs. oui, les Spurs, Ouais. ouais. Je me rappelle Ouais, plus. ouais, c'est ça contre les Ouais. Sonics. Ben, je crois que c'est cette série-là où ça devient vraiment le déclic et que Parker a prouvé. Si je dis pas de conneries, bien sûr, je parle sous Bah, contrôle. il me semble que c'était ça aussi. Ouais, bah attends, là j'ai les stats. Ouais, bah Tony il a 17 points de moyenne. Voilà. C'est le deuxième meilleur scoreur Ouais, des Spurs. ouais. Mais bon, tu vois déjà ça, c'est un peu Intéressant. en mode. Ah. Ouais, Ouais, ouais. ouais. Et surtout, l'épisode avec le Magic, Oui. où Tim voulait partir, machin et tout, Oui. parce que ça avait pas gagné depuis un moment, tu vois. Putain. Ça, c'est un manque de leadership pour moi, même si c'est bien repris par la suite et que ça restait du début de carrière. Tu vois, pour moi, il y a ces deux moments où tu peux douter un peu, même si c'est super bien repris après. Hein. Ça, je vais pas revenir dessus. Je vais pas contredire non plus. Tu vois, surtout que le leadership, je pense qu'on pourra en reparler pour un autre, où moi, je suis pas trop fan de son leadership. Alors, du coup, on va en profiter. On va passer un peu de l'autre côté, parce qu'en effet, on parlait du prime. On parlait du prime de Tim Duncan, donc courant 2005, 2006, 2007. C'est la période où on a un Kobe Bryant. Alors, est-ce que c'est un incroyable soliste? Est-ce que c'est est-ce qu'il a dû composer avec ce qu'il avait et au final il n'avait pas le choix? Voilà, la question est complètement ouverte. Hein. Pour le coup, c'est vrai que chacun a son regard un peu sur la situation. On parle d'ailleurs de la saison 2005-2006 qui est la saison all-time de Kobe. Hein. 35,4 points avec des pointes le mois de février où il a plus de 50 points, je crois, un truc du genre. Enfin, c'est n'importe quoi. Rafik, Damaz, quel est un peu votre regard justement dessus? Je peux juste m'exprimer vite fait avant. J'ai un petit truc à dire sur Kobe sur cette période. Vas-y, Quentin. Moi, je pense que c'était un gros con. Voilà. Ouais, t'es sûr. Tu ne sais pas grand-chose des fois. Hein. C'est pour nous dire des choses comme ça, franchement. Je mets les points sur les i. Moi, il y a un point qui est important par rapport à Kobe. C'est vrai qu'il y a la saison de prime, ok, on considère que le leadership commence là, mais il commence déjà bien avant. Parce qu'il est dans un vestiaire où il y a, notamment sur les exercices de 2000 à 2003, il a quand même affaire à de bons papis dans le vestiaire, à des mecs qui ont roulé leur boss, de bons role-players dans le vestiaire. Robert Horry, Rick Fox, bon, Devin George, non, parce qu'il est de la même génération. Derek Fisher, Derek, pour saluer Samuel, c'est pas la génération. Mais tu as du Horace Grant. Voilà. Donc, tu as affaire à des mecs qui ont déjà gagné des titres, qui ont déjà fait leur temps dans la ligue. Et Kobe Bryant a aussi pas mal de conflits relationnels avec ces mecs-là. Il a sa part de responsabilité. Parce que je vais te rejoindre aussi, Quentin, soyons clairs, Kobe, des fois, il fait chier. Ça, c'est de l'écouter. OK? Mais quand Shaq n'est pas là, saison 2002-2003, durant une période hivernale, il fait une série de 9 matchs à plus de 40 points de moyenne. Entre 35 et 40 points de moyenne. Au Jazz, aux Suns. Kobe, regardez, c'est une période qui est très importante pour lui. Shaq n'est pas là, il est blessé, il est absent. Donc, Kobe prend en main vraiment le leadership. Et il fait une série entre 9 à 10 matchs comme ça. D'ailleurs, ça, c'est important. Parce qu'à l'Ouest, tu avais beaucoup de bagarres avec d'autres teams majeurs que nous connaissons tous à cette époque finale. À l'Ouest, Kobe, c'est pas un croqueur. En fait, le croqueur, c'est quoi? C'est le mec qui, sur 10 possessions, va faire 6 shoots qu'il ne doit pas prendre. Et qu'il veut forcer. C'est ça un croqueur, tu vois. Et des fois, malheureusement, tu es dans des équipes qui t'obligent par moment à faire ce genre de choix-là. Et là, je vais faire le lien avec la saison 2004-2005, 2005-2006, où les Lakers ne font selon moi pas le nécessaire pour pouvoir bien entourer Kobe Bryant, surtout pour la saison 2004-2005. Il y a même une anecdote pour te suivre, Quentin, sur un des exemples aussi hors basket, où Kobe vient avec ses gardes du corps. Ils sont tous au restaurant avec le mec des Lakers. Kobe refuse de manger avec eux. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Avec ses J'ai entendu ça. Et t'as Lamar Odom qui essaie de réunir les mecs entre tous les mecs du vestiaire, notamment Smoosh Parker, dont on se souvient tous, où c'était vraiment compliqué. Mais là où ça a changé, c'est quand Derek Fisher, il arrive. Derek Fisher, Derek, il dit le meilleur coéquipier Kobe Bryant, pardon. Il dit le meilleur coéquipier qu'il faut avoir, c'est Kobe Bryant.
Parce qu'au-delà des matchs où vous voyez où il score tout le temps, à l'entraînement, il t'allume ta race. En fait, c'est des mecs, ils ne permettent pas à ce que tu puisses être insuffisant et paresseux dans ton travail. Et c'est la même chose que Kevin Garnett, où tu as notamment des jeunes qui viennent d'arriver dans la ligue, ils se croient peut-être arrivés. Kobe Bryant ou Garnett, ils vont te rentrer dans la gueule. Mais vraiment. Et surtout, ils refusent à ce que toi, tu puisses être, entre guillemets, pas au max de ce que tu peux faire par rapport à ton rôle. Et ça, c'est des choses sur lesquelles les Lakers, c'est la raison même pour laquelle les Lakers aussi font 3 finales de suite entre 2008 jusqu'à 2010. Par exemple, Andrew Bynum, c'est vrai qu'il était très fragile en début de saison, mais Kobe Bryant lui avait mis un coup de pression par rapport à sa tenue physique. Ah, ça, c'est des choses qu'on ne parle pas souvent aussi à la télé. Donc, voilà, sur ces aspects-là, faites attention avec le leadership de Kobe. Attends. Ouais, de toute façon, je pense que sur le leadership de Kobe, c'est vrai qu'il y a des personnes qui ne sont pas du tout à l'aise avec sa façon de faire. C'est comme pour moi, c'est comme les personnes qui disent que Tim Duncan, c'est pas un leader parce qu'il gueule pas, on l'entend pas, il exprime zéro émotion. C'est différent. Il y a des leaderships différents. Il faut accepter la pluralité des leaderships. Et Kobe, c'est vrai qu'au début, c'était comme disait Quentin, c'était un petit con. Mais c'est un mec qui a beaucoup grandi. Parce que le Kobe version 8, c'est pas le même que Kobe que version 24. Le Kobe version 24, il est quand même plus mature. C'est comme quelqu'un qui accepte un peu plus les faiblesses des autres, qui essaie d'être plus réunificateur. Vraiment, c'est pas le même Kobe 8 qui était vraiment plus soliste, plus dans la performance individuelle, plus... dans cette recherche un peu du mal alpha, mais un peu dans le sens bête du terme. Voilà. Et oui, pour moi, les deux sont des bons leaders avec des manières différentes. Les deux ont progressé. Quentin disait que au début, Tim Duncan faisait un peu des trucs bizarres, comme refuser d'adresser la parole à Tony Parker. C'est l'apprentissage. On n'est pas parfait à 20 ans. À 21 ans, on grandit. Et je pense que Tim Duncan, peut-être que s'il devait refaire sa carrière, peut-être qu'il ne l'aurait pas fait, ce truc-là. Et donc, je pense qu'on a deux personnes qui ont grandi en termes de leadership. Et Kobe, oui, Kobe, pour moi, son prime, c'est le Kobe 24. Je préfère que le Kobe 24 qui est vraiment... parce que quand même, il ramène en finale NBA une team 3 fois de suite en finale NBA. La team, franchement, regardez la team des Lakers, ça fait pas rêver. Hein. Franchement, elle fait pas énormément rêver. Hein. Elle fait pas rêver. Non, elle fait pas. Enfin, elle fait pas rêver. Bon, t'exagères quand même un peu. En tout cas, elle est très complémentaire en fait. Elle est bien construite. Est complémentaire, mais franchement, on regarde l'effectif des Lakers. Franchement. On se dit pas que c'est un effectif qui fait 3 fois les finales NBA. Hein. Franchement, les Mavs ont eu des effectifs beaucoup plus solides que les Lakers, franchement. S'il vous plaît. Ouais, mais... Même les Spurs. Pardon. Même les Spurs. Non, mais tu vois, je suis pas d'accord, moi. Bah, vas-y, Lucas, je te laisse enchaîner. Moi, je vais rebondir après dessus. Bah, je vois pas ce que vous trouvez à ces effectifs des Lakers. Moi, je trouve que c'est super bien construit, que sur tous les points, ils avaient des points positifs. Sur tous les postes. Malovic au poste 3, on l'aime beaucoup, Vladi. Mais attends, la finale 2008, elle se joue où? Attends, t'as Vladimir Radmanovic, tu veux demander à Radmanovic de bloquer Paul Pierce? Oui, non, mais après, ça, ok. Mais tu parles d'un joueur sur 3 finales NBA. Sur le banc qui sort. Il y a des joueurs dans cet effectif des Lakers, mais franchement, en dehors de ces 3 années, c'est personne en NBA. T'as des mecs comme Vujacic, Farmar, des mecs comme Morrison, Benga, des mecs qui sont dans la rotation. Oui, d'accord. Alors, ok sur ce point-là, mais voilà, déjà de 1, t'as quand même un Big 3 déjà avec Lamar Odom et Pau Gasol qui est quand même très sérieux. Alors, après, Pau Gasol venait d'arriver en 2008. Oui. Il venait tout. Oui, ça faisait quoi? C'est quoi en 2007, je crois qu'il arrive, c'est ça. Hein. Il fait 30 matchs avant les playoffs à peu près. C'est la saison 2007-2008. Voilà, je savais plus. J'avais plus. Je me rappelais plus. Ça, déjà, le trio est quand même très sérieux. Lamar Odom monté en puissance déjà à l'époque de Miami, il commençait déjà à être sérieux. Et là, l'arrivée aux Lakers, alors certes, il arrivait à une période où c'était pas la joie.
mais il a réussi à composer avec. Mais c'est surtout que je pense que c'est ça qui a fait la différence avec les Lakers, et c'est aussi l'un des gros faits d'armes de Phil Jackson, c'est que certes, tu n'avais pas forcément l'effectif en termes de nom qui pouvait être, on va dire, le plus sexy all-time, mais tu avais des gars qui savaient ce qu'ils devaient faire sur le terrain. Et c'est surtout ça qui faisait la différence aussi, je pense. Et attends, ces équipes-là, alors 2007-2008, tu vois, j'en allais revoir l'effectif. Oh, c'est sérieux? J'avoue, Hein. c'est sérieux, mais ça fait pas rêver. Tu vois, je vais être d'accord avec Rafik, ça fait pas rêver. Bah, tiens, Mais les Quentin. 2 saisons d'après, Quentin, s'il te plaît, il y a une finale de conférence Ouest, Spurs-Lakers 2008. Viens, mets les deux rosters. Tu vois. on en parlera après. Non, maintenant, pourquoi tu fuis? Par contre, parce que les playoffs, on va parler des playoffs pour moi, parce que pour moi, Kobe met une énorme baffe à Duncan en playoffs. Hein. Ouais, mais Duncan lui a bien rendu avant. Non, mais je crois que tu vas t'en échapper, mais on va parler des. Alors attends, là j'ai la moyenne d'âge, d'accord. Sur le papier, les Spurs en 2008 ont un effectif plus sexy. Merci. Brent Barry, 36 ans. Et alors? Brent Barry, 36 ans. 36 ans, c'est un des 4 mecs sur- qui jouent. Alors, sur la Bruce série... Bowen, 36 ans. Michael Finley, 34 ans. Kurt Thomas, 35 ans. Alors, sur ça, la c'est des mecs de série... la rotation. Hein. Alors, en effet, sur la série en 2008, Lakers-Spurs, la moyenne d'âge des Lakers, c'est 27,2 ans et les Spurs, c'est 31,7 ans. Non, mais c'est pas très grave, ça. Regardons. Ah bah oui, regardons non, c'est pas grave. Le mec qui est en fin de carrière, c'est pas grave. Attends, on avait encore Robert Torrey pendant la série. Il joue 4 matchs, Robert Torrey. Robert Torrey, Il avait 38 ans. qui a rendu de bons services. Hein. Merci. Ouais, mais il avait 38 ans quand même. Et Attends, le mec, il est encore plus pété que Anthony Davis. C'est qui Robert Torrey? Bah oui, mais Robert Torrey, 38 ans. Mais oui, mais Robert je préfère Robert Torrey, c'est pas Robert Torrey 2004. Ah. Ouais, après, Robert Torrey joue... Ouais, en même temps, Robert Torrey, sur la série, il joue 53 minutes. Hein. C'est 53 minutes de trop. Non. Attends, on a Ime Udoka dans J'avoue, l'effectif, même. j'avoue, pour 0,5 points de moyenne, c'est pas ouf. Attends. Je vais te casser direct. On va regarder la saison 2007-2008 des Spurs. Attends. Je vais te régler tout de suite. Non, mais grosso modo, tu prends le 5 de départ de San Antonio, c'est Tim Duncan, Tony Parker, Manu Ginobili, Brent Barry et Bruce Bowen. Grosso Deux modo, mecs c'est de ça. 36 ans. Hein, quand Ouais, t'as quand même deux gars qui sont plutôt âgés, on va dire ça. Après, t'as Michael Finley qui est sorti de banc à 34 ans, qui joue quand même quasiment 20 minutes. Après, c'est Fabricio Oberto, quoi. Brent Barry, c'est avant qu'il devienne un vrai cadavre. Il met Udoka, c'est un joueur mid, c'est un joueur average. Non. Bowen, c'est l'avant-dernière Mon saison. point, c'était pas de comparer les rosters des Lakers et des Spurs. Hein. Mon point, c'est de dire que quand C'est même, dommage. c'était de dire que sur les 3 années où ils vont en finale NBA, et on sait que c'est tellement dur de repartir en finale NBA, même deux fois de suite, c'est dur, c'est compliqué. Ah ouais. 3 fois de suite avec l'effectif des Lakers. Et je dis pas que l'effectif il est moyen ou il est pas bon, il est fort l'effectif, mais c'est pas un effectif que tu te dis ça va 3 fois de suite en finale NBA. Quand tu justement. regardes dans la même période de 5 ans, les Big Three qu'il y a, tu as celui de Ray Allen, Paul Pierce, Garnett, je suis désolé, c'est quand même plus sérieux que Gasol, Odom, que Kobe, quand tu regardes comme ça. Bon, c'est pas sur la même année, mais juste un an après, tu as Bosch, LeBron James, Dwayne Wade. Et c'est dans la même période, même s'ils ne se sont pas affrontés. Mais voilà, ce sont des effectifs quand même, tu te dis, ah ouais, putain, eux, je comprends pourquoi ils vont 3 fois de suite en finale NBA. Justement, c'est sur ça où je voulais revenir parce que j'ai dit 2007-2008. Ouais, là, je viens de regarder le roster, il fait pas rêver. Mais 2008-2009, déjà, c'est un peu mieux parce que tu as Trevor Ariza qui prend de l'importance, qui devient un super défenseur. Et c'est pas Trevor Ariza qu'on a connu qui se faisait balader partout. Hein. C'est Trevor Ariza important dans la conquête d'un titre. Oui, c'est vrai. Et 2009-2010, ça monte encore de niveau. Tu perds Ariza. Il y a Ron Artest qui vient. On a fait. Tu vois, il était encore bon. Il était encore très bon. Hein. Oui. Il finit 6e au Deepoy. T'as Lamar Odom en mode 6e homme aussi. Tu vois, que 2007-2008, je suis d'accord pour dire que oui, ça fait pas bander. Mais les deux, le back-to-back, l'effectif quand même, tu vois, premier titre 2009, il y a Gasol, il y a Kobe, il y a Derek Fisher qui est encore bon, Lamar Odom, Bynum qui commence à envoyer du 15 points de moyenne, et 2010, du je suis coup, d'accord. Ariza. Ah, Derek 2010, Fisher. 2010, c'est quasiment une formalité. Je suis d'accord. Et Derek Fisher, à cette époque-là, putain, c'est incroyablement clutch et fiable. Hein.
Waouh. Ouais. Il joue 82 matchs à chaque fois. Ouais. En défense, il se tape sur en plus, Real oui. en finale. Un bon défenseur. Ouais, Mais la vraie transformation, excuse-moi de te couper Vlad, Non, vas-y. c'est Pogazol. Oui. Pogazol qu'on a vu aux Grises se faire marave tous Oh, les les matchs de playoff et en ne gagnant aucun match. Notamment, il y a une série face aux Mavs en 2006 où c'était une catastrophe. Mais Dirk le marche dessus. C'est trop. Et quand il arrive aux Lakers, qui le transforme en premier lieu? Kobe Bryant. Ça, c'est vrai que c'est le truc qu'il faut reconnaître, c'est que Pogazol ne serait pas la légende qu'il est, parce que oui, Pogazol, n'en déplaise à certains, c'est une légende, surtout au niveau FIBA. Il ne le serait jamais s'il n'était pas passé aux Lakers. Je suis entièrement d'accord. Ah non, il y a une transformation colossale. Je suis d'accord sur le fait que Tony Parker n'a pas la même carrière que s'il n'était pas aux Spurs. Moi, je suis pas sûr qu'individuellement parlant, il serait si fort s'il n'avait pas derrière lui Tim Duncan. C'est ce que Manu Ginobili disait. Hein. Il disait, c'est pas la même chose quand vous avez Tim Duncan qui est derrière vous. Vous avez l'impression d'être un autre homme. Ça, c'est un point qui est très important à prendre en considération, comme le disait Rafik, sur le fait que, en termes de leadership, les gens n'ont pas besoin de parler. Juste votre présence fait en sorte à ce que, ah ouais, là, c'est pas le même vestiaire, là. Là, j'atterris pas au même endroit. OK? Eh ben, Pogazol, en termes, on sait que Kobe, c'est une grande gueule. Donc, en termes de communication, il va te rentrer dedans, gros. Il va te rentrer dedans. Donc, soit tu suis, soit tu lâches. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour Dwight Howard. Dwight Howard, il disait quoi? Non, Kobe, il avait dit quoi en plus? Il avait dit, Dwight Howard, écoute, avec moi, l'entraînement, c'est dur. Mais si tu es au moins avec moi, tu es sûr de gagner. C'est un ouf. C'est un ouf. Vas-y, termine, Damas, termine. Non, bah, je t'en prie de prendre la suite, tu peux. Parce qu'il y a aussi l'épisode avec Luke Walton qui arrivait bourré à l'entraînement. Oui. Ah ouais. Il lui a dit qu'il va défendre sur moi pendant tout l'entraînement. Ah oui, là. Mais en fait, aussi, c'est vrai qu'il y a des choses à dire sur le leadership de Kobe, mais c'est un style de leadership. Mais c'est aussi un leadership qui va essayer, qui pousse d'une certaine manière les autres à être disciplinés, à vraiment tout. Le mec qui peut sombrer dans la dépression, c'était peut-être on va dire l'inconvénient. Bon, j'ai pas vu d'épisode de dépression autour de Kobe, mais voilà, peut-être Souch Parker. Mais bon, je pense que c'était sur d'autres aspects. Non, mais les mecs. C'est pour moi que Kobe, voilà, c'est quand même quelqu'un qui a, sur ses 3 titres NBA, enfin, c'est sur ses 3 finales NBA, a fait grandir des personnes autour de lui. T'as aussi, avec quand Ron Artest arrive, Kobe et Ron Artest, c'est pas les meilleurs amis du monde. Clairement pas. Les meilleurs amis du monde. Et Kobe, il a accepté l'arrivée de Ron Artest parce qu'il s'est dit, ok, je suis prêt à m'allier avec quelqu'un avec qui je suis en conflit pour aller chercher le titre. Pour aller gagner. J'accepte. Il le faut, parce qu'en fait, sur le poste 3, t'as Paul Pierce du côté des 6. Franchement, je suis pas sûr que Trevor Ariza, il peut arrêter Paul Pierce en 1 contre 1 pour notre match. Pendant toute une non. Et sur une série, encore moins. Sur une série. Sur un match, oui ou 2, pas de souci, mais sur une série. Et c'est là où ça fait la différence, c'est que Kobe, à l'époque, il a réussi à travailler avec des gens qui, à mon avis, début 2000, seraient peut-être pas passés. Mais alors, justement, vu qu'on parle quand même pas mal de mouvements d'effectifs, tout ça du côté des Lakers. Après, c'est vrai que les Lakers, de toute façon, ça bouge tout le temps, et c'est même le cas encore actuellement. Mais est-ce que l'une des grosses forces, notamment concernant Duncan, c'est cette capacité à avoir toujours vraiment un noyau dur qui se poursuive et je pense surtout, alors après, confirme-moi Quentin, mais je pense qu'il doit avoir quand même pas mal de poids dans les décisions qui ont été prises en termes d'effectifs à cette époque-là. Est-ce que c'est pas aussi quelque chose qu'on sous-estime énormément le concernant? Je sais pas s'il a eu tant de poids que ça. Ouais. Parce que Pop et l'organisation des Spurs, Pop et R.C. Burford, il avait son mot à dire, je pense. Mais il y a des trucs, je pense, Pop il disait non, mais en fait, gros, je t'explique. Lui, il vient. Voilà, il est là, tu vois. Parce que, tu vois, je vais repenser au cas de Tony Parker. Alors, oui, Tim Duncan n'était pas encore MVP, tout ça et tout, mais il y avait déjà le titre. Tu vois, il n'a pas eu son mot à dire. Tu vois, il allait voir Pop, il a dit non, moi, je pense que c'est de la merde. Pop, il a dit ta gueule. En gros, petite reconstitution historique. Tu vois, je pense pas qu'il ait eu non plus beaucoup de choses à dire. Je pense pas qu'il ait eu aussi de quoi se plaindre. Parce qu'il y a toujours eu des recrutements intelligents. Tu vois, je parlais de lui, Bruce Bowen.
Est-ce que ce serait pas, avec Ginobili et Parker, est-ce que ce serait pas le recrutement le plus intelligent de la part des Spurs? Ah bah, Je pense qu'on peut débattre parce que le mec, tout le monde s'en foutait. Tu l'as ramené. Ah bah putain, il est top 10 deep tous les ans. Oui. Donc les trucs comme ça, tu vois, même les Brent Barry, tu vois, c'était. Encore Brent Barry, ça va, il avait fait des bonnes saisons avant. Oui. oui, joueur Mais intéressant. ouais. Mais t'as. Et tu sais, je repense à d'autres trucs, tu vois, genre, tu sais, les Matt Bonner, les mecs comme ça, tu vois, les Davis Bertons, Putain, même les Matt Kawhi Bonner. Leonard après. Oh, Tu vois, Matt parce que Même George Hill. Oui, George ouais, Hill, George oui. Hill. Oui. Parce que tu vois, je pense l'histoire de Kawhi Leonard, tu vois, de comment on le ramène avec la draft, machin et tout. Moi, je pense que Tim Duncan, tu disais, tiens, George Hill, il bouge. Je pense pas qu'il était d'accord, tu vois, surtout pour un rookie Ouais. sorti de on ne sait où. C'était dur pour lui psychologiquement, ouais. Surtout C'était vu, pas- vu le pari pris, ouais, tu m'étonnes. Du coup, je pense pas qu'il avait énormément de. D'accord. Que son avis avait énormément d'impact. Il en avait un, mais beaucoup. Mais moindre que celui d'un Kobe, par exemple. Mhm. Vu que Kobe, on en parlait avec Shaq. Et ils sont allés, machin et tout, ils ont dit, c'est lui ou moi. Tu vois, les histoires comme ça, tu vois, je pense pas qu'ils auraient fait ferme ta gueule. Ouais, parce qu'il faut quand même rappeler que bon, Tim Duncan, c'est vrai qu'il y avait eu des rumeurs au Magic et même aux Sixers. Hein, il y avait eu un moment C'est plus que des rumeurs, le Magic. Ouais, mais il y avait aussi des rumeurs d'un duo potentiel avec Allen Iverson. Lol. On a bien vu ce que ça a donné en 2004. Mais ça y est, j'ai perdu la question que je voulais poser. Mais ouais, je sais plus. Voilà, je suis allé dans mon truc, mais j'ai complètement zappé. C'est pas grave. Si t'as pas la question, Vas-y. il y a un truc qu'il faut qu'on aborde. Et je sais qu'il a pas envie de l'aborder, Quentin. Ouais. C'est la confrontation entre Tim Duncan et Kobe en playoff. Parce que franchement, il y a une énorme baffe. Je vous dis pas elle vient de qui, mais il y a une énorme baffe. Hein. Ouais. On va commencer avec 99. Je vous propose qu'on commence à 99. 4-0 sweep des Spurs, 4-0 contre les Lakers. Duncan, c'est le boss de la série. 29 points de moyenne, 11 rebonds. Kobe, il est encore sur ses premières années, mais bon, il se fait gonfler. Il a 21,3 points de moyenne. Rafik, franchement, là, tu me fais rire parce que t'as tellement pris le lead sur le débat. T'étais là pour abattre l'ennemi. Vas-y. J'en ai profité, t'as oublié ta question. Et moi, il faut que, parce que si on n'aborde pas faut pas qu'on oublie ce point sur les playoffs, parce que pour moi, il est vraiment très crucial. Oui, et ce que je voulais aborder, on l'abordera après, du coup, c'était la demande de transfert de Kobe, justement. Bon, bref, voilà. Ok. Passons. Comme tu veux, Non, vas-y, continue, je te coupe pas. En 2001, on a les Lakers qui suivent. On a déjà parlé, tu vois. Non, mais tu vois, je vais pas revenir. Il y a d'autres choses à aborder. Non, mais attends, il y a autre chose à aborder, c'est que parce qu'on dit c'est l'équipe de Shaq. Et sur la série, Kobe, il a 33 points de moyenne, 7 rebonds, et 7 passes. Non, 33, 7-7. 51% au shoot. Hein. Là, on est là, oui, il se fait porter par Shaq. Pendant ce temps-là, Duncan, il a 23 points, 12 rebonds à 47% au shoot. Ok, bon, il y a un 1-1 entre les deux. 2002, on a 4-1 pour les Lakers. Kobe, il a combien Kobe, il a 26 points de moyenne, 5 rebonds, 5 passes. J'arrondis. Shaq 21 points, donc encore Kobe meilleur scoreur. Je pensais que c'était Kobe le lieutenant de ouf quand ça joue contre les Spurs. Duncan, il fait une très grosse série à 29 points, 17 rebonds, mais c'est Kobe qui au final l'emporte. On a la série en 2003 qui est gagnée par les Spurs 4-2. Donc là, clairement, Duncan, trop fort, 28 points, 12 rebonds, 5 passes. Franchement, super, super complet. En face, on a Kobe à 32 points, 5 rebonds, 4 passes. Et Shaq à 25 points, 15 rebonds. Encore Kobe qui est vraiment le leader au scoring. Et côté Spurs, c'est Ginobili, je crois, qui est super intéressant dans la série aussi. Oui, peut-être. Il est même à 14 points. Hein. Ouais, il est à 12 points, Ginobili. Ok. Ouais. Donc là, voilà, on va dire, allez, on est à 2-2 entre les deux. On a 2004 où c'est les Lakers qui gagnent 4-2. C'est l'année où on connaît ce que Kobe fera contre les Pistons. Voilà, Kobe, il est en 26, 6-6 à 46% au shoot.
pendant que Duncan, il y a 20 points, 12 rebonds. Donc là, on commence à rentrer dans les années où Duncan commence vraiment à partager vraiment le scoring. Et si je peux me permettre sur cette série, voilà, on le sait tous. L'horloge démarre trop tard. Voilà. C'est dit. Et tu sais pourquoi l'horloge démarre tard? Parce que ça les faisait trop chier que Duncan il ait mis un shoot de fou furieux sur la tête de Shaq. Le shoot de Duncan. Oh putain, c'est n'importe quoi. Je sais toujours pas comment il le met, mais il le met. Et tu vois, c'est juste David Stern. Il a appelé en panique les arbitres. Il a dit non, gros, c'est la merde. Gros, c'est la merde. C'est la merde. Mon équipe va plus faire d'argent. Comment je vais faire? Regarde-le avec sa tête là, sa tête inexpressive. Il va encore être champion. Il va encore perdre des thunes. Il va encore prendre un titre d'MVP en baggy short et en tongs. Il va perdre des thunes. Et la FIFA déteste Cristiano Ronaldo et aime Messi. C'est vrai aussi. Oui, d'accord. 2008, bon, dernière série où ils s'affrontent. 4-1. Avant-dernière. Lakers. Avant-dernière. 4-1 Lakers. Kobe à 29 points, 29 points, 6 rebonds, 4 passes. À 53% au shoot, pendant que Duncan est à 22 points, 17 rebonds, 5 passes. Bon, aussi c'est sérieux, Team Duncan, mais quand même, je vois que quand même, Kobe. Il est en train de dire que c'est rebond, ça va. Plus de minutes. Mais il shoot à 42% Team Duncan. Hein? Il shoot à 42% Team Duncan dans cette série 2008. Oui. Voilà, donc ça, c'est des choses qui comptent aussi. Hein. Oui. 17 rebonds, ça compte aussi quand même. Oui, complètement. Kobe, je l'ai pas vu faire 17 Il rate beaucoup, il récupère ses propres rebonds. Il le fait. Kobe, il le fait pas. Hein. Ah oui. Et quand Kobe, de l'autre côté, il a 53% au shoot. Bah, pour une fois. Pour une fois. Alors qu'il y a deux séries auparavant, j'ai acheté un 52 ou 53% pour Kobe. Non, mais quand même, il y a quand même, quand il se rencontre en playoff, quand même, Kobe quand même prend plus l'avantage. Bah, tu sais pourquoi? C'est parce que c'est pas Duncan qui défend en premier sur Kobe. On a envoyé quand même des bons défenseurs sur Kobe, Bowen, Ginobili, c'est pas des mecs qui défendent mal. Hein. Ouais, mais ils étaient puceaux à l'époque. Ouais. Non, c'est tout. Non, quand on envoie Bowen sur Kobe, Bowen, il est déjà quand même. référencé comme un des meilleurs défenseurs de la ligue. Hein. Ah oui, très très sérieux. C'est un détail. Même s'il a joué pour Chalon-sur-Saône. Il a joué à Besançon. Tu vois, par exemple, on parlait d'effectifs tout à l'heure. Tu regardes certains effectifs des Spurs quand ça joue contre les Lakers, quand ça perd. Je dis pas, après les Lakers ont mis des branlés, tu vois. Les Lakers ont mis des vrais branlés. Kobe a été bon. Tu vois, bah, forcément, des fois, quand il était avec Shaq, fallait qu'il sorte les doigts du cul une série dans l'année quand même. Donc voilà, généralement, c'était contre les Spurs. Il y a 3 ou 4 séries où il est devant au scoring devant Shaq. Bah oui, c'est pour ça, il sortait les doigts du cul que contre les Spurs. Voilà. Mais tu regardes certains effectifs des Spurs, bah tu vois là, 2002. Le deuxième meilleur scoreur des Spurs, c'est Tony Parker. C'est très bien, tu vois, 14 points de moyenne. 19 ans. 19 ans. Et après, tu regardes très vite. Troisième meilleur scoreur de l'équipe, Malik Rose. Oh putain, oui, Malik Rose. Bon, voilà, tu vois les Lakers, c'est quoi? 2002, c'est 4-1, t'as dit? Ok, ouais, tu vois, il gagne. C'est un bon joueur quand même, ça va. C'est pas... Malik Rose, oui, Malik Rose, c'était un bon joueur. Bon, regarde, il y en a un, les deux premières options, c'est Shaq et Kobe. Et l'autre, t'arrives très très vite à Malik Rose. Il y a une petite différence. Il y a Malik Rose et un puceau de 19 ans. Attends, c'est quelle série là? Tu parles de quelle série? En 2002. En 2002. Malik Rose, c'est le troisième meilleur scoreur des Spurs. Quatrième. Enfin, il est à il est égalité Cohen. Cohen. 9,2 chacun, tu vois, c'est on va dire troisième, tu vois, troisième ex aequo. Ouais. Tu vois, donc après, tu vois, je vais pas dire, tu vois, quand les Lakers, quand t'avais le duo, ils ont plus souvent fouetté les Spurs que l'inverse. Tu vois, même si ça fait, il y a eu 5 séries entre le duo et les Spurs, ça fait 3-1 pour les Lakers du coup. 3-2, pardon, 3-2. Il y a 3-2 pour les Ouais, Lakers. 3-2. Tu vois, bon, les Spurs, ils n'avaient pas encore, à part quand on les fouette au tout début de carrière, là, en tout début de carrière de Kobe, tu vois, les Spurs n'avaient pas encore l'effectif qu'on a connu par la suite, que certes, les Lakers sont battus en 2008, certes. Et du coup, on s'est vengé quelques années après, c'est 2011 ou 2012? Je sais 2013. 2013, Non, c'est mais 2013. Kobe, il joue même pas une minute. il est dans l'effectif. Mais il avait qu'à avoir un tendon d'Achille solide. Des Lakers, c'est Steve Blake sur le terrain. Il avait qu'à avoir un tendon d'Achille qui survit. Mais il est pas sur la série. Je m'en fous. Je prends que les infos qui m'intéressent. Il est dans le payroll.
Non, ça aurait été intéressant, Que des infos qui m'intéressent. ça aurait été intéressant pour Kobe Bryant d'avoir une force collective qu'avaient les Spurs, notamment en fin de carrière, où physiquement tu commences un petit peu à décliner, ce qui est normal, et pour que tu puisses continuer à surperformer, ben, que tu aies une force collective majeure avec des joueurs qui sont autour de toi. C'est ce qui a vraiment manqué aux Lakers pour pouvoir, à mon avis, continuer à performer sur la fin. Parce que quand tu regardes les rosters des Lakers sur les dernières saisons, Fallait pas, et à la fin de la carrière, fallait pas demander 48 millions sur 2 ans. Et puis même, tu vois, qui t'a parlé de son Attends, machin et tout. qui a dit ça là? C'est moi qui ai dit ça. Mais tant que LeBron, il demande pas 60 millions, 65 millions mais l'année. c'est peu, lui. Mais est-ce que c'est le sujet? Moi, je parle de Kobe et on parle de la profondeur de l'effectif, justement. On reprend. Non, mais attends. Attends. Parle bien de LeBron. LeBron a 37 ans, les Lakers, ça gagne des titres. Mais quel titre? Bah, 2020. Bah oui, 2020. Et il a pas 40 ans quand il gagne en. Il a 37. Oui, mais bon, il était pas encore sur la dernière année de sa carrière. Non. Non, mais bon, peu importe. Mais ouais, enfin, de reprocher, oui, qu'il n'y a pas l'effectif, etc. Enfin, au bout d'un moment, tu fais le sacrifice dont tu as besoin aussi pour recruter derrière. Enfin. Comme Damien Lillard. Comme qui? Damien Lillard. C'est intéressant parce que là, je vais retenir tout ce que dit Vladimir. Si Vladimir, pendant la saison, tu dis que ouais, il est mal entouré, LeBron, fais attention. Est-ce que j'ai dit qu'il était mal entouré? Est-ce que depuis qu'il est aux Lakers, est-ce que j'ai dit qu'il était mal entouré? Peut-être. Est-ce que je l'ai déjà dit? Peut-être. Ah bon? Je sais pas. Je demande l'enregistrement, monsieur. Ok, bah cette saison, si tu dis que les Lakers, il est mal entouré aux Lakers, attention. Non, alors, alors, on fait la parenthèse très rapide. Il est pas mal entouré, mais il a pas forcément l'effectif qu'il faut. Eh ben, fallait pas qu'il demande 60 millions l'année. Voilà. Ok, moi très bien. Mais voilà, moi c'est tout. Mais je n'ai pas dit le verbatim. Il n'est pas entouré. Attention. On est bon. Voilà, on est bon. Merci, cette parole. Ouais, toujours tout ramener à LeBron. Putain, non, c'est parce que. Casser les couilles. La probable incohérence, c'est tout. Bah, non, pourquoi? 24 millions sur un an, c'est si grave que ça? Bah, à l'époque, c'était beaucoup. À l'époque. Non, 24 millions sur un an, à cette époque-là, quand même. Ah, si, c'était. Ah, bah non, à cette époque-là. En 2013-2014. Ah, ça commençait à peser. Hein. On voyait quand même beaucoup de 30 millions en 2014. Attends, j'ai plus le. C'était avant que le salary cap explose. Le salary cap explose en 2016. À cause de. Voilà. Bah, ouais, bah, ça explose. C'est surtout avec le contrat de Mike Conley, à 154 millions sur. C'était quoi, sur 5 ans, je crois qu'il avait pris. Ouais. Mais non, mais à l'époque, c'était beaucoup. Hein. Moi, c'était pas un max, mais. Non, c'était. Alors attention, je dis pas que c'est un max, hein, mais ça pesait déjà pas mal dans la balance. Hein. Bon, enfin bref. Ouais. Salary cap de la NBA pour la saison 2013-2014, 58,6 millions. Quoi? 58,6 millions. Ah, donc il prend l'équivalent d'un max. Bah, super max. Wow. Parce que s'il prend 20 patates, s'il prend 20 patates en 2014. Putain, c'était aussi peu. Ouais. Waouh. Ça a bien changé, hein. Oh putain, ouais. Voilà. Oh, c'est chaud. Après, ça vend les. Tu vois, c'est le truc minimum, tu vois, ça vend les taxes, les machins. Ouais, bien sûr. Mais, oui, ouais. c'est il y a du cap minimum, mais oui. Oui, bah oui, avant d'arriver, en effet, au premier cap. Ok. Bon, enfin bref. Ouais. Non, mais bon, voilà. Ne ramenez pas LeBron, s'il vous plaît. Merci. Merci, Rafik. J'ai fermé la parenthèse. Pas de souci. Lucas, est-ce que dans tout ce débat, est-ce que tu serais pas la plus grosse victime de Tim Duncan? Moi, c'est pour ça que limite que je veux pas m'avancer parce que je sais qu'à un moment ça va me retomber dessus. Oui, bah bonjour, on est là. Non, mais de toute façon, je m'en fous. Il y a un titre quand même qui est passé, donc. Oui. Oui. Et d'ailleurs, on parle pas. Je veux pas entendre parler des Warriors. Je veux pas entendre parler de qui que ce soit. Mais d'ailleurs, on ne parle pas suffisamment de la profondeur de l'effectif des Mavs en 2011, qui était un effectif très sérieux pour le coup. Mais voilà, c'est tout. Mais ouais, toi de ton côté, parce que c'est vrai qu'on t'a pas trop entendu sur. Bah après, forcément, c'est deux équipes que je déteste du plus profond de mon cœur, donc forcément, c'est plus que les Rockets. C'est compliqué. Quand même.
Non, je peux pas faire pire que les Rockets, donc non. Ok. Mais forcément, d'ailleurs, petite parenthèse, une équipe que vraiment je déteste du plus profond de mon cœur, du côté de l'Arizona, mais ça, on en parlera. Arizona. Phoenix. Ah ouais, franchement, C'est quoi son problème? Pourquoi on y vient? non, je peux pas me les voir. C'est du Booker. Ah ouais. Vraiment là, même là, les 2 confrontations qu'il y a eu sur ces 10 premiers matchs, il y en a eu 2 contre les Suns, et les 2, j'avais envie de me battre. Vraiment, je n'en peux plus, je peux plus me les voir. Kevin Durant, il fait un 360 dans les airs, il tire en arrière, il la met, je n'en peux plus, frère. C'est vraiment, j'ai l'impression que c'est que contre les Mavs, ils ont décidé d'être, voilà, c'est... Donc on va arriver au playoff, on va encore leur mettre une petite patate dans une petite fessée, et on... Ouais, mais... Vraiment, on sait qu'il y a une confrontation depuis les playoffs 22. Hein. Ouais, non, mais on le sait, hein. Il y a un délire à tirer contre les Mavs et les Suns, on sait qu'il y a un truc. Ouais. Ah, c'est pour ça, moi là, ça y est, Mais bon, fallait que je mette mon petite parenthèse sur ça. Mais sinon, oui, forcément, 2011, juste le rêve ultime contre Miami. Ouais. Forcément, je pense que vraiment très peu de personnes voyaient Dallas gagner cette finale. Voire, franchement, tu te dis, ça y est, LeBron, il va encore en chercher une, quoi. Je pense que c'est très, très, très peu probable. Enfin, moi, sur le début de playoff, je me dis direct, c'est foutu limite. Parce que... vous mettez un sweep qui est sale aux Lakers quand même, hein, en premier tour. Hein. Ah, voilà. Champion en titre. Hein. Voilà. Deuxième tour. Voilà. En demi-finale, ouais. Ah, En demi. C'est pas ici à prendre. Même si c'est Dark Prime, c'est quand même c'est LeBron Wade, quoi. Ouais, mais bon, attention, après Dallas, t'as quand même des joueurs très expérimentés. Hein. T'as comme d'habitude. Jason Terry, alors Peja Stojakovic qui sort de nulle part. La série contre les Lakers, c'est du grand n'importe quoi. Mais on a pissé sur les Lakers, hein, faut dire les termes. Hein, c'est ça. Moi, j'applaudis. Merci, mon frère texan. Non, mais... Oh là. Texan, putain. Bande de bouseux, là. Vraiment des on est tous contre la Californie, on pisse vraiment des votants pour Trump, putain. C'est de doigt de me raser, juste garder la moustache. Oh là, quelle horreur. Fais gaffe à ce qu'elle soit pas trop courte. Hein. Non, mais bon, c'est vrai qu'en tout cas, parce que moi c'est vrai qu'une série, alors, je fais une petite parenthèse aussi, moi, une série qui m'a toujours marqué, mais je sais pas que j'ai toujours apprécié, c'est la finale de conférence 2003. San Antonio-Dallas, qui était très très intéressante. Alors à l'époque où on avait encore un Nick Van Exel qui était plutôt pas mal, avec le trio Steve Nash, Michael Finlay, Dirk Nowitzki. Bon, et là, pareil, on voit on voit 2 mecs qui, alors je vais pas dire qu'ils sortent de nulle part, mais Stephen Jackson qui est là pour éteindre Dallas, et ils ressortent du congélo Steve Kerr qui enchaîne 4 tirs à 3 sortis. Voilà, ils sortent de nulle part. C'était un vrai pari. Donc c'est pareil, hein, si vous n'avez pas eu l'occasion de voir ces séries, n'hésitez pas à les voir parce que il y avait de l'intensité. Vraiment. C'était particulier parce qu'en fait, les Kings perdent Chris Webber en demi-finale face aux Mavs. Hein. Mon plus grand regret, ça. Non, les Kings étaient partis pour faire une nouvelle finale de conférence, battre encore Dallas comme ils l'ont fait la saison passante 2002 en demi-finale. Et la blessure de Weber change tout. Ouais, elle change tout. Par contre, c'est vrai qu'elle change tout. Elle change même l'histoire de Sacramento. Oui, complètement. Quitte à parler des Kings, est-ce qu'on peut revenir sur le fait que Kobe Bryant est dans une équipe de corrompus? C'est... Ça y commence. Non, parce que ça fait beaucoup quand même, tu vois, entre le buzzer de Derek Fisher bizarre et un certain game 6, ouais. Hein, n'est-ce pas? Kobe Bryant qui fait de la Zumba, enfin de la carioca avec Mike Bibby, c'est ça? Ouais, le coup des pointus est affûté. Moi, je dis ça, je dis rien, tu vois. Est-ce que Tim Duncan est allé gagner un titre en profitant de la corruption arbitrale? Je ne pense pas. J'ai un très léger doute. Ouais, bon. Et on parlait de Sacramento, mais parlons pas d'une franchise de merde, s'il vous plaît. Allez, hop. Voilà, bon, ça c'est fait. Attention aux Kings face aux Mavs cette saison. Hein. Attention.
On Ils ont verra. quoi Ouais, on verra bien. Démarre des Rosans. Oh, putain. Il est terminé, il joue au cricket bientôt. C'est terrible. Je ne te permets pas. Bon, écoutez, messieurs, ça fait quoi là? Ça va faire quasiment 1h30 qu'on est sur cet épisode. Je pense que c'est déjà pas mal. On a quand même, on est quand même allé bien en profondeur sur cet épisode. Hein. Je fais pas référence à Kobe en 2004, mais Voilà. mais Je peux juste ajouter que vas-y. de toute façon, Tim Duncan a 2 fois plus d'MVP, a plus d'MVP des finales, pour le même nombre de sélections All-NBA, All-Star, machin. Et Alors, donc ça fait de lui un meilleur joueur. Alors, un plus grand joueur. Alors, même. tu pré-shots. Alors, attends. Avant que tu déballes tout, je vous propose, messieurs, chacun votre tour, de donner votre ultime argument pour convaincre l'auditoire. Vas-y, commence, c'est fini vite, là. Là. Ah, tu vois, j'ai tout dit, tu vois. Plus de MVP. Ah, t'as fini? Allez, quand Plus de MVP, plus de MVP des finales, même nombre de titres, ok. Même nombre de sélections All-Star, machin, mais oui. Bon, voilà, tu vois. Il a gagné des trophées plus importants. Tu vois, record de All-Defensive en carrière. Il y a plus de All-NBA First Team, si je ne dis pas de bêtises. Enfin voilà, tu vois, je pense... Et est-ce que Kobe a fait un quadruple-double en finale? Je ne pense pas. Tim Duncan, lui, l'a fait. Officiellement, Il l'a fait avec une équipe de peintres. Officiellement, il l'a pas fait. Hein. Tu vois, encore une fois, la corruption de l'NBA. L'NBA qui est corrompu pour avantager les Lakers et pour essayer de descendre la legacy du grand, du beau et du très célèbre Tim Duncan. Voilà, je l'aime, je vais le marier. Putain, mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Vas-y, Rafik, je te voyais vouloir répondre. En gros, qu'il a gagné les mêmes titres que Duncan a gagné les mêmes titres que Kobe, et c'est pas vrai, il n'y a pas de discrimination par rapport à ça à faire sur les deux. Par contre, là on parle que dans le cadre de la NBA. Il y a une chose qu'on n'a pas abordée, c'est que en FIBA, Kobe, c'est quelqu'un. Tim Duncan, je sais pas s'il connaît la FIBA. Tim Duncan était dans une époque où, à l'époque, Team USA sous-estimait tout le monde, n'avait pas encore entamé la restructuration. Nous, Parce qu'il y a on une a vraie concédé. restructuration. Non, mais nous, bah voilà, le contexte, nous, on a concédé que clairement, Duncan, le début de carrière de Duncan, il balafre le début de carrière de Kobe. Malgré le contexte, en Team USA, Kobe, il balafre Tim Duncan. Ah oui, non mais j'ai pas dit l'inverse, j'ai juste donné le contexte pour nos chers auditeurs. On est au courant, merci Quentin, merci d'avoir apporté ce contexte. Et voilà, donc moi je pense que oui, Kobe, déjà il y a la partie sélection qui fait que, qui participe au fait que Kobe est plus reconnu que Tim Duncan, parce que les gens quand ils ont regardé les championnats du monde ou les Jeux Olympiques, ils ont vu les Team USA et ils ont vu Kobe. Ils ont vu Kobe, qui a été en plus le leader des superstars qui aujourd'hui commencent à prendre leur retraite. Larry Dempsey. Voilà, il a été leader des Dwayne Wade, Carmelo Anthony, LeBron James, etc. Et donc, ouais, ça c'est un des arguments. Le deuxième argument, c'est que Kobe est quand même beaucoup plus fort solo, je trouve, que Tim Duncan. C'est quand même quelqu'un sur une série de playoffs, sans vraiment, sur une série de playoffs, j'aurais tendance à plus lui faire confiance qu'à Tim Duncan. Vraiment, je pense qu'il a vraiment plus ce côté tueur qui fait que, voilà, qui me fait mettre lui devant Tim Duncan. Et juste la take que je citais tout à l'heure, hein, pour moi, Kobe est tout simplement une version évoluée de Michael Jordan. Voilà. Waouh. En vrai, quand tu regardes ses aptitudes, tout ce qu'il est capable de faire, pour moi, c'est une version améliorée, oui. J'avoue que Kobe a une meilleure calvitie que Michael Jordan. Oh putain, bâtard. Moi je sais que tu faisais référence à la vidéo des mecs là qui font des takes non. En soi, non. Après... Alors, eux là, c'est troubadour là. Alors, de dire que c'est une version améliorée de Michael Jordan, moi, il y a absolument rien de déconnant. Par contre,
de le mettre au-dessus d'autres joueurs juste sur ce prétexte-là, c'est juste intellectuellement être con, tout simplement. C'est du bullshit. Enfin, c'est du bullshit. Mais Attends, pour moi, tout le monde sait... De quoi? Tout le monde sait que LeBron James c'est un meilleur shooter que Stephen Curry, allons. Tout le monde sait ça, quoi. Pourquoi tu dis ça, toi? Mais c'est les takes qu'il lâche, il lâche des dingueries. Ah non, parce que l'autre, justement, qui avance ces conneries-là, c'est un suceur de Stephen Curry, justement. Donc, bon, enfin bref, voilà. Passons. Mais par contre, je maintiens mon avis que Kobe Bryant est une version améliorée de Michael Jordan. Va faire des TikTok. Voilà, je vais faire des TikTok, exactement. Bah tiens, pendant que tu parles... Ouais, qu'est-ce qu'il y a, Rafik? Moi, je pense que à retenir, parce que je pense que ça fait participe à l'agenda LeBron devant Michael Jordan. Ah non, du tout. Ah non, du tout. Ah non. Surtout que c'est faux. Ah non. C'est non, c'est même pas c'est pas du tout sur la question de l'agenda, etc. Bah non, parce que après tu connais mon avis sur le enfin, je dis que c'est une version améliorée que Michael Jordan, mais Michael Jordan dans mon classement all-time est bien au-dessus de Kobe Bryant. Voilà, c'est pas. Ouais, j'espère bien. Il est deuxième, quoi. Voilà. Mais C'était dur de le dire. Mais voilà. Ah non, mais vous savez très bien que LeBron est mon GOAT, donc voilà, il y a pas de secret sur ça. Parce qu'il vous prend, vous, vas-y, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Et j'ai le droit d'avoir mon GOAT, comme il y en a qui disent que c'est Kareem Abdul-Jabbar. Ça se respecte. Voilà, point barre. Ouais. Coucou Reda, au passage. Vas-y, Lucas, Non, ton dernier Lucas, mot. pardon. En un mot, moi je pense que c'est polyvalence de Duncan. Sur polyvalence et longévité. Voilà. Ça va être les deux points principaux que je retiens de Duncan, parce que de ce que je retiens de Duncan, moi c'est son shoot à mi-distance qui m'aura moins marqué en tant que big man et qui aurait été un des précurseurs des Jokic qu'on voit maintenant, des Sabonis qui ont tous un bon shoot, qui ont tous une régularité, des bons pourcentages, que ce soit à 3 points ou à mi-distance. C'est un des précurseurs et c'est ça que je vais retenir de lui. Ok, très bien. Au niveau du QI et de la vision aussi. Oui. Rafik en avait parlé, en plus, c'est quand même un aspect assez sous-estimé pour Tim Duncan. Complètement, ça c'est vrai. Damas, pour clore. Bon, petite parenthèse pour la vision de jeu. J'estime qu'il y a des 4 qui sont supérieurs à lui, même s'il a bien entendu son mot à dire, soyons clairs. Au niveau des postes 4, j'estime qu'il y a matière. Chris Webber, Kevin Garnett aussi en 4, en termes de vision de jeu. Chris Webber, sacré client. Non, ouais, donc il y a matière à dire. Moi, pour ma part, je mettrais Kobe. Pour moi, Kobe, parce que malgré la longévité de carrière de Tim Duncan, j'estime quand même qu'il aurait pu individuellement être aussi un peu plus fort sur la longueur. Les saisons 2008, 2009, 2010, 2011. Bien que Duncan ait laissé la place à d'autres pour qu'il puisse scorer, ce qui est tout à fait légitime pour lui. C'est tout à son honneur de pouvoir faire élever la maison Spurs avant lui-même, ce qui prouve aussi la part d'homme qu'il est, c'est vrai. Mais sa part individuelle, je pense qu'elle joue aussi là-dessus, sur le fait qu'est-ce que Tim Duncan est par exemple... En fait, à l'époque, notamment dans l'année 2000, il y avait une barre symbolique des 20 points par match. Oui. Les 20 points par match, ça jouait beaucoup dans la psychologie des gens, que ce soit au niveau de ta dimension de joueur et aussi sur la signature de ton futur contrat. Et j'estime que Tim Duncan, après 2005-2006, il commence un petit peu à ralentir cet aspect. Peut-être que ça ne l'intéresse pas trop non plus. Mais sur un classement all-time, en termes de dimension de joueur, ça compte. Même le fait que Tim Duncan ne soit pas non plus dans les 30 000 points par match. Il fait la place, pour ma part, pour qu'il puisse aller le chercher. Et là, à la rigueur, à mon avis, sur le duel Kobe Bryant-Tim Duncan, ça aurait pu jouer au-delà des titres, toutes ces histoires-là. Attention, c'est pas ça qu'on remet en question ici sur ce podcast. Et pour ma part, Kobe, non. C'est sur ces aspects-là où il a été très, très fort. Et ouais, frère, individuellement parlant, Kobe Bryant, c'est le fils spirituel de Michael Jordan. C'est-à-dire Magic Jordan. Magic Jordan. Mais attends, du coup, Damas, avec ton argument des 30 000 points, du coup, tu vas nous dire qu'il est devant? Pas du tout. Non, parce que je trouve ça un peu malhonnête, l'argument des 30 000 points. Il y a quoi? Il y a 5 pélos dans l'histoire. Moi, je te parle. Mais c'est un tout. Exactement, moi, je parle en termes de pas le plus individuel du joueur. J'estime que Tim Duncan aurait dû marquer un petit peu plus de points.
Et le fait que, et le fait justement, il y a ces barrières symboliques que j'ai mentionnées comme exemple. Mais si jamais il avait atteint 27 000 points, ça n'aurait pas été une embrouille. Mais moi, je trouve que tu as des moyennes à 17, 16, 18. Bon, c'est bien, il n'y a pas de souci. Mais Tim Duncan, pour moi, a fait trop, a donné beaucoup plus trop aux Spurs, ce qu'il aurait pu aussi prendre aussi pour lui-même en termes de dimension de joueur. Ouais, je vois. Je trouve. Je vois. Alors, en fait, grosso modo, en fait, t'as un mec qui a vraiment en Tim Duncan, qui a vraiment évolué, qui a été, on va dire, de l'excellence constante tout le long de sa carrière. Et on va dire que Kobe Bryant, pareil, c'est de l'excellence, mais avec un pic qui est extrêmement haut, en fait. Et en plus, il est long, ce pic. Regardez la manière dont les deux joueurs sont partis en 2016. Parce qu'en 2016, on a 3 têtes majeures qui quittent la ligue. Kobe Bryant, Kevin Garnett, Tim Duncan. Et Tim Duncan, quand il part, c'est pas bien ou pas bien, on s'en fout. Là, on parle juste de l'aspect des personnes. Et Tim Duncan, il fait une lettre. Oui. Il s'en bat les reins. Il fait une lettre et il se casse. À l'ancienne. Vraiment, c'est terminé. Et c'est quand même dommage. Parce que nous, les vrais puristes du basket, qui vont écouter ce podcast-là, ils se reconnaissent dans ce que je vais dire. Duncan, frère. Moi, des fois, je regarde des vidéos, Tim Duncan, all time et tout. T'as des séries playoffs que mais Tim Duncan, mais c'est dommage. Il y a un truc plus qu'il aurait dû, tu vois. Il a pas le caractère, du mâle alpha bien américain qui tape son barbecue tous les dimanches là, dans des places aux écolos là. Il y a que Shaquille O'Neal le reconnaissait comme étant son seul véritable adversaire à l'Ouest. Oui, mais et pareil, alors je sais plus qui en parlait de ça, mais il y avait une anecdote sur Duncan. Je me demande si c'est Garnett, je crois, ouais. Ou Garnett, voilà, on connaît le personnage, véritable trash talker, mais comme c'est l'un des plus gros trash talkers de l'histoire. Et le mec, c'était je me demande si c'était pas la première rencontre qu'ils ont eu ensemble. Et Garnett, il le trash talk. Duncan, il ne dit rien. Et à la fin du match, Duncan, il lui dit « Good game ». Ouais, puis il a mis 30 points, 15 rebonds dans la bouche, un truc comme ça. Il lui fait il lui fait une feuille de stats XXL en plus, Duncan. Mais je me souviens de ce match, les deux font un gros match. C'est génial. 15, l'autre il a 27, 12 ou 13. Mais je crois que c'est l'écart de score, il est abyssal. Non, parce que Garnett aussi met 26 points, donc je m'en souviens bien de ce match-là. Non, mais l'écart de score entre les deux équipes. Tu l'as le match sur YouTube. Je parle entre les deux équipes. Je crois les Spurs, ils doivent gagner de 15 points. Oui, mais les Spurs sont dessus, de toute manière, on le sait. Ça, il n'y a pas de souci, mais parce qu'on sait qu'il y a eu une confrontation des deux. Parce que là, on confronte un poste 2 contre un poste 4. Oui, c'est pas pareil. Mais sachez-le, moi je pense, très chers auditeurs et auditrices, il y aura des duels poste 2, 3 contre 3, des 4 contre 4. Moi, on m'appelle pour ça, je suis chaud. T'inquiète pas. C'est aussi pour ça que moi, je voulais pas trop rentrer dans le jeu en lui-même. Parce que tu peux pas comparer les deux. Non, c'est trop compliqué de les comparer, c'est pour ça. Non, là c'est plus de la comparaison, on va dire, de carrière et peut-être de dynamique, en tout cas dans les carrières, et de placement aussi dans leurs équipes respectives. Enfin voilà. C'est pour ça que j'ai tenu mon avis. Tim Duncan aurait pu faire plus. On aurait pu faire plus. En parlant de dynamique et de faire plus, comme disait Damas, Tim Duncan a fait moins individuellement, mais tu l'as dit aussi, pour une meilleure équilibre collectif, parce que du coup, ça fait que Duncan n'a jamais raté les playoffs. Jamais. Alors que Kobe, je voulais en parler tout à l'heure et j'ai oublié, mais Kobe, sa fin de carrière, elle est pas belle. Elle est dégueulasse. Elle n'est pas à la hauteur du joueur que c'est. Je parlais de gros con tout à l'heure quant à son caractère. Comment il a... Ok, alors bon, Julius Randle, D'Angelo Russell, c'était pas les plus gros travailleurs, on le sait. Mais comment est-ce que tu veux motiver ces gamins juste en leur chiant à la gueule, excusez-moi, mais en leur chiant à la gueule complètement. Par contre... c'est caricatural, je trouve. Par contre, concernant... Non, mais c'est en gros, tu vois, mais c'est... non, ça a bien marché. Gasol, quand il est arrivé, il a grandi, il a progressé avec Kobe. Les joueurs aussi à côté, Ariza, il a progressé avec Kobe. Mais Gasol était déjà All-Star. Gasol était déjà un joueur... Ouais, mais il était pas... Enfin... Gasol, depuis qu'il est quand il arrive aux Lakers, il devient dur. Il devient... Les finales de 2008, il est mangé par les Celtics, Gasol. Il se fait manger. En 2009, c'est un autre Gasol. Ouais, pour le coup, je suis d'accord. Là où je veux en venir, c'est qu'en fait,
tu vois, ça évolue entre eux deux. Tu vois. On sait que maintenant, les gamins qui débarquent en NBA, ils ont toujours tout eu. Et déjà, à l'époque des Randle, des Russell, tu vois, c'était déjà des mecs qui avaient l'habitude qu'on leur mange dans la main un peu. Tu vois, et ce qui est dommage, c'est que tu vois, Kobe le savait. Tu vois, il aurait pu un peu s'adapter. Parce que tu vois, Randle, quand tu regardes ce qu'il est devenu, c'est devenu un très bon joueur. D'Angelo Russell aussi. C'est devenu des bons joueurs, tu vois. Et je pense que s'il avait pu adapter un peu son mentoring, tu vois, peut-être qu'en fait, Randle et Russell, ils auraient été aux Lakers toute leur carrière Quentin, et qui seraient meilleurs que ça, tu vois. tu vois ce que tu viens de dire? C'est Ouais. pertinent. Mais les Spurs sont une meilleure organisation sportive et managériale que les Lakers pour former des petits bonhommes qui arrivent. Parce, Ah oui, donc parce- ça, parce qu'ils sont obligés. Oui, mais Ils sont c'est la obligés raison- au vu du... Bon, on en parle toujours, hein, mais au vu du petit marché Non. que c'est. Exactement. Mais ça, c'est tout à l'honneur également d'un Bien petit sûr. marché que sont les Spurs, de pouvoir se dire, écoutez, dans notre organisation, il n'y a Ah, pas que Tim Duncan qui est leader. C'est très fort. Oui, c'est fort, il est là, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais il est là, le bonhomme aussi, en connaissant des bons gars. Greg Popovich, on va revenir dessus. Et regardez les assistants qu'a eu Popovich durant tout sa carrière. Et puis, il faut rappeler derrière, en termes de tutorat, pareil, et après on va clore cet épisode, le relais qui est fait, entre guillemets, post-Duncan avec Lamarcus Aldridge, c'est sérieux quand même. Hein. Ça rappelle David Robinson et Tim Duncan quand il est arrivé. C'est très sérieux. Alors, c'est pas au niveau de Duncan, très loin de là, mais Lamarcus Aldridge aux Spurs, c'est quand même un joueur très très correct. Vraiment. Et même les périodes creuses, ils sont pas restés longtemps dans les bas-fonds de la ligue, entre guillemets. Ils ont souvent pu rebondir et aussi avoir cette chance d'avoir des pics avantageux. Tu regardes maintenant, là, avec Wemby, c'est parti, entre guillemets. Hein. C'est dans les prochaines années, et les bas-fonds, ils vont plus connaître. Non, Quand même cette année. Hein. Bon, cette année, ça va pas dépasser les 30 victoires. Toi. Non, mais tu vois, je veux dire, le début de saison est loin d'être dégueulasse quand tu regardes le plan au plan du bilan. Prévu, ouais. Oui, et puis collectivement, tu sens que ça commence à se roder. Je suis d'accord. C'est ça. Non, Il y a toujours Zach Collins. Je l'aime bien pour arrêter. Aïe, aïe, aïe. Ouais, Bon. il est vraiment nul. Enfin bref, bon voilà cet épisode donc du clash entre Kobe Bryant et Tim Duncan. Je pense qu'on a quand même été bien en profondeur sur les différents axes qu'il y avait à explorer. Merci déjà messieurs pour cet épisode que je qualifie de grande qualité. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, auditeurs, auditrices, viewers, de nous faire part aussi de votre analyse et de vos avis concernant donc les deux joueurs que sont Kobe Bryant et Tim Duncan. Est-ce que Dirk est meilleur. Waouh, de quoi? Ok, prochain jugement, on va s'occuper de la gueule de son allemand, là. Hein, parce que Sissi l'impératrice... Si l'impératrice, il a dit. Je suis mort. Bon, voilà, n'hésitez pas à laisser vos avis. Si vous avez même des suggestions de prochains clashs, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Damas, Quentin, Rafik et Lucas, merci. Lucas, il dit quoi? Hein? Prochain clash, Lucas, il a quoi comme idée? Moi Dirk Garnett. Oh ouais. Ah ouais? Ah ouais. Ah ouais, il y en a plein des petits comme ça là. Attends, Vas-y, parle, wesh. non, attends, on va laisser, t'inquiète. Bon, laissons mûrir les choses. Vas-y, là. Voilà. Et Et ton attends. Weber, on peut s'en occuper aussi. Et en plus, attends, on est quoi là? Bon, à date d'enregistrement, c'est le 11 novembre, donc l'épisode il sort le 13 novembre. Mais est-ce que ce serait pas un clash de Noël du coup? Oh. Ouais. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Bon, on en reparlera. Merci à tous d'avoir participé à cet épisode. N'hésitez pas bien sûr à nous joindre aussi sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter, sur Instagram ou sur TikTok, même sur YouTube, YouTube Shorts, etc. Forever Podcast, Forever, le podcast. Une nouvelle fois, merci messieurs. N'oubliez pas que la vie est une fête et on se dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Fait que Trae Young.